T'as pas l'air en forme là. Pour moi, non, j'ai le rhume des foins. Et il y a 2 remèdes miracles. Le blanc, baume du tigre. Ouais. Mince, non, on n'est pas encore en live. Non. On est en live. Et la chartreuse. La chartreuse. Et je peux te dire qu'avec ça, on est en live. Ils nous font le coup à chaque fois. Chaque fois. Chaque fois, non. Il nous dit qu'on est en live alors qu'il y a un générique, on sait très bien. Oh merde. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Jump Seat, mardi 30 mai 2023 déjà. Et puis effectivement, 30 mai 2022, c'était aussi un grand jour pour nous. Ah mais oui, dis donc. Mais c'est pour ça là, parce que je sens que j'ai problème d'odorat aujourd'hui. Je sais pas ce que tu sens. Mais je sens qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure. Oui. Non, mais ça fait un an déjà. Il y a pile un an, on lançait la première émission de Jump Seat. Ouais. Alors, et pile un an, on lançait Jump Seat à Bron. Je viens de dire, oui. Et, Bron, c'était 3 jours après. C'était 3 jours après. Non, mais je suis réellement enrhumé là. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de l'émission. Apparemment, ça a l'air d'être un rhume du cerveau. Donc, c'est très grave, docteur. Et alors, il y a ça, Gilles. Et ah, mais on a un invité aujourd'hui. Ouh là là, on va vous le présenter. Bonjour, alors moi Présente-toi. j'ai juste une petite question avant que ça démarre. Là, dans ces tasses, donc Jump Seat Aerobuzz, Ouais. est-ce que c'est vraiment juste de l'eau pure ou est-ce que c'est une boisson énergisante quelconque? Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, non? La chartreuse? La Je sais pas, chartreuse. c'est quoi ce truc? Alors, ouais, c'est vrai, on a parlé de chartreuse. Alors, je vais goûter. Bon, il a pas d'odorat de toute façon. Non, voilà, c'est complètement... Ouais. Non, mais il y en a de la chartreuse en tout cas, hein, pas loin du plateau. Bon, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Présente-toi. Alors, bienvenue. Déjà, Eh ben- comment on t'appelle? Jean-Baptiste ou Baptistou? Ah, c'est comme vous voulez. JB. Bon, en fait, Baptistou, c'était justement pour se distinguer du classique JB. Et Baptistou, bah voilà, c'est comme ça qu'on Baptistou. m'appelle dans le monde du vol à voile et ailleurs. Donc, comme vous voulez. Bon, alors juste en 2 mots, parce que ton tour va venir. Tu es pilote? En 2 Aventurier. mots, j'adore les voyages, l'aventure. Je suis pilote de planeur et donc en planeur, je me suis baladé un peu partout en France l'été dernier avec un planeur un peu spécial dont on parlera après. Voilà, ok, Ouais. magnifique teasing. Ouais. Alors là, bravo. Oui, hein. et puis donc le planeur, tu es venu un petit peu tard et avant, tu as eu quand même une première partie de carrière d'aventurier qui était assez sympa, mais on en parlera tout à l'heure aussi. On en parlera tout à l'heure. Exactement. Et Gilles, oui, pour rebondir à ce que tu disais, voilà, bonjour JB Loisé. Et dans le dernier Planeur Info, nous dit Hervé Cassabois, Il a raison. il y a un portrait de toi dans le ULM Info. Planeur Info. Oula, Planeur attention, Info, attention, là, 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 attention. là. Je vous ai dit que c'était un rhume de cerveau. Ouais, non, mais je suis tout chaud là. Alors Hervé, je vous le présente, hein, c'est Hervé Cassabois, c'est un talentueux graphiste et c'est lui qui fait les maquettes de ses publications Planeur Info et aussi du LM Info, d'où mon petit lapsus, excusez-moi. Planeur Info, c'est le magazine de la Fédération française de Vol en vol planeur, ouais. FFVP, exactement, magazine officiel. Et juste pour terminer, Gilles, par rapport à l'anniversaire, on a aussi autre chose à annoncer et vous remercier. Nous avons passé les 1000 followers. Oui, pas plus tard qu'hier au soir. Hier au soir. Pendant l'émission de Toi Nous, hein, c'est ça? Ouais, on va même vous donner l'horaire exact. Toi Nous qui est là. Merci à toi et surtout félicitations parce que on rêvait tous de passer les 1000 followers dans notre créneau. C'est toi qui as décroché le gros lot, bravo. Ça se fêtera au Salon du Bourget. Oui, et c'était 21h19 quand le 1000e followers s'est abonné à Jump Seat. Ouais, ça c'est pas mal. C'est très important de préciser l'heure. Et je vois que Alfred rigole. Je sais à qui j'ai refilé mon rhume de la semaine dernière. Merci Alfred, merci. Tiens, je vais t'imiter Alfred. Parce que faut que vous sachiez que l'équipe d'Aerobuzz Jump Seat, elle est quand même... on est que tous les deux, là, plus Martin et Johan derrière, mais on est nombreux. Il y a aussi Frédéric Marsali, Frédéric Paris. Claire, Thierry Dubois, Antoine Mejean, Jeffrey, Fabrice Morlon. On est une grande équipe que vous retrouverez au Salon du Bourget. Et tout ça pour dire que quand on se fait des visios pour parler des émissions, les préparer et tout ça, Fred,
a toujours la fâcheuse habitude de sortir son mouchoir et de faire le bruit que vous venez d'entendre. Donc c'était un petit clin d'œil à Fred. Jérôme, t'es pas obligé de te venger sur les viewers. Hervé nous dit, Jérôme, tu fais le chauve à côté de Jean-Baptiste Loiselet. Oui, bah effectivement, là, il faudrait qu'on fasse la moyenne des chevelures pour qu'on soit tous Oui, bien. c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis entouré de chevelus. Bonjour à Gilles Rosenberger aussi. Gilles, on te remercie pour le mail super intéressant que tu nous as envoyé suite à l'émission sur les monopilotes où on abordait l'intelligence artificielle. Donc on en a parlé la semaine dernière, j'en ai parlé un petit peu, mais c'était très intéressant. Et juste le message que tu as fait passer, on refera des émissions là-dessus parce que c'est passionnant. Effectivement, ne pas confondre entre automatisme et intelligence artificielle. C'est différent. Alors parfois, il y a peut-être des points communs, mais effectivement, nous, on avait fait intervenir il y a 2 semaines des pilotes retraités, ou OMN et pilotes, pour qu'ils nous témoignent un peu de cette époque où justement on a réduit d'une personne, d'un humain dans le cockpit. Mais en tout cas, voilà, un article à venir. Bah écoute, super, alors, on le lira avec attention. Un article à venir, et puis on pourrait presque demander à Gilles de venir sur le plateau pour en parler en détail. Je suis sûr qu'il serait partant. L'invitation est lancée maintenant. Tu as 5 secondes pour répondre. Et salut Pascal, joyeux anniversaire Jumpseat et bravo pour le niveau 1000. Ah, très intéressant Pascal, niveau 1000. On va parler d'altitude aujourd'hui et de pressurisation. Donc, je vois pas de quoi tu parles. Gilles nous a dit reçu, ça veut pas dire qu'il a dit oui. Hein. Oui, mais... Bon, tout le monde a passé un bon week-end ? Bah oui, alors on l'a passé ensemble. Oui. Et on avait même... Une partie, Gilles. Oui, en partie, mais on avait même Ulfred avec nous. Oui. Donc, parce que nous étions invités au meeting de la Ferté-Halley, le temps des hélices. Ouais. Et magnifique meeting. Ça a été un magnifique meeting. 40 000 visiteurs, ouais, ils ont annoncé. On les a comptés, on a eu le temps de les compter, nous, parce qu'on était en voiture. Et on a mis 2h30 pour faire les 3 derniers kilomètres d'accès au parking. Donc, effectivement... donc il y avait vraiment beaucoup de monde, il faisait beau, et heureusement qu'il y avait du monde parce que mes oreilles ont traîné un petit peu là dans les jours dans les réseaux les jours qui ont précédé, et ça faisait quand même plusieurs années que l'association Jean-Baptiste Salis, l'amicale Jean-Baptiste avec des difficultés avec ce meeting, parce qu'entre le Covid, qui a quand même foutu à plat tous les organisateurs de meetings, plus 1 ou 2 éditions sous la pluie, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance. Les caisses étaient vides. Et bien là, je peux vous dire qu'après ce week-end fantastique, les caisses se sont remplies, et puis tout le monde avait le sourire. Donc c'est bien reparti pour l'association, tant mieux, parce que ce meeting, c'est quand même un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous. C'est le démarrage de la saison, même si cette année... Il y a eu un démarrage la semaine d'avant à Salon de Provence. Sous la pluie. Sous la pluie. 70 ans de la PAF. J'y étais aussi. T'es allé, alors aux 70 ans de la PAF, c'était quand même un chouette meeting. Hein. Oui. C'était vraiment fabuleux. Mais effectivement, la météo n'était pas simple. Les conditions n'étaient pas extra. Ouais. Mais malgré la pluie, ils ont fait 30 000 visiteurs, du moins entrée payante, le dimanche. 40 000 le samedi. Alors, pour être très juste, avant ces 2 grands meetings, il y avait aussi le meeting de super-héros qui était Isae super-héros qui était à Muret, hein, c'est ça, à Muret. La semaine d'avant. Ouais. C'était vraiment le kick-off de la saison, voilà. Effectivement. Ouais. Mais Salon, la PAF a quand même pu faire son programme beau temps. Alors, il y a eu un beau reportage. On peut citer nos confrères de 7 à 8. Ils ont fait un très beau sujet dimanche soir sur les 70 ans de la PAF. Et je trouvais que c'était pas mal réalisé parce qu'ils ont repris pas mal d'images pendant le vol avec des conversations de pilotes, et notamment juste au moment où une cellule orageuse se rapprochait de Salon et le leader a très peu de temps pour dégainer et prendre la décision entre le programme pluie ou le programme beau temps. Ah oui. Et à la minute près, il a décidé de prendre le programme, d'appliquer le programme beau temps. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais c'était pas mal. Voilà. Alors concernant la Ferté, Ulfred précise qu'ils ont les organisateurs ont refusé du monde à l'entrée le samedi. Et dans son souvenir, c'est une grande première.
Alfred a une très très bonne mémoire. C'est vrai, ils ont communiqué sur les réseaux sociaux le samedi soir pour dire que les billets du samedi étaient valables le dimanche. Donc ça prouve, je crois que là on a vraiment la preuve que c'est un meeting réussi. Ouais. Alfred qui nous dit aussi qu'il a acheté son billet et il supporte l'amicale. Eh ben, t'as de quoi être fier. Et c'est vrai qu'on a fait un chemin ensemble le samedi matin, Alfred et moi, on a fait tout le périple en RER de Paris pour se rendre au meeting et on est arrivé bien plus tôt que certains en voiture, pauvre Gilles. Combien de temps t'as mis ? 2 heures ? 2h30 pour faire les 3 derniers kilomètres. Alors je vois que IT Globus s'impatiente, il voudrait qu'on parle rapidement du sujet du jour. Hein. Il pose des questions concernant la certification de tes panneaux. Effectivement, on va en parler. Avant peut-être un petit peu des actus. Ouais. Hein, alors je vous ai pas montré la brochure de la fête de Tanzélis. Voilà, la magnifique affiche. Voilà. Faite par Romain Hugo. Effectivement. Alors Romain Hugo, c'est un dessinateur de bande un artiste, dessinée. Voilà, on l'a vu d'ailleurs. Bien sûr. Samedi, il était là. Ouais, tout à fait. Voilà. Autre chose. Donc restez bien connectés parce qu'il pourrait se passer quelque chose dans cette émission. Voilà, je vous le dis, mais je suis moi-même pas au courant. Mais pourtant, je vous le dis. Voilà, Gilles, t'es au courant de quelque chose, toi ? Oui, tournée générale de Chartreuse. Moi, ça me va. Et toi ? Ah ben tout à fait, mais on va déjà commencer d'ailleurs. Peut-être après, ouais. Donc restez bien connectés parce que voilà, il y aura peut-être il y a un chiffre mystère aussi aujourd'hui, c'est 08. Donc restez aussi attentifs aux actualités à l'émission. 08 le chiffre mystère. Je vous dirai ce qu'il y a à gagner après au 36-15. Non, c'est 36-15 Martin ? Non, je me souviens plus. Ça a changé ça. Hein. Voilà. Et la question un peu traditionnelle du mardi, c'est qui a volé ce week-end ? Racontez-nous si vous avez fait un petit vol en planeur, en ULM ou autre, en montgolfière, en navette spatiale, pourquoi pas. Racontez-nous votre vol du week-end. 0K qui dans l'actualité, vol moteur en cessation de paiement. Oui. Alors effectivement, on a appris ça aussi en fin de semaine dernière que la revue s'était arrêtée. Donc pour l'instant, on ne sait pas quel est son avenir, mais ça n'a pas l'air d'être très très encourageant vu les échos qu'on a eu samedi à La Ferté. Ouais. Donc voilà. Alors, ciao MLN 208. Mais MLN 208, c'est un fidèle viewer. On dit viewer, c'est ça, Martin? Redis-moi, s'il te plaît. Viewer, voilà. T'étais au courant que j'avais une oreillette, non? Voilà. Elle est discrète, je sais. Donc, ciao MLN 208. Je suis sûr qu'il a volé ce week-end, MLN 208. Hein. Voilà. IT Globus, ne t'impatiente pas. Il est tout le temps comme ça. Il lui faut du temps pour se chauffer. Mais après, une fois qu'il est parti, ça va aller, tu vas voir. Voilà. Alors, dans les actus, regardez ça. Je vais vous mettre une petite vidéo à l'antenne. Donc, la régie, transfert ordinateur. Voilà. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette ouverture de porte en plein vol sur un vol Asiana. Un A320, c'est ça? C'est ça, le 321 même. 321, c'était le 26 mai. Ouais. Grosse frayeur en plein vol. Alors là, on reprend une vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux. Bon, là, elle est taguée Le Parisien. Alors voilà, c'est pas de nous évidemment. On précise bien que c'est une vidéo des réseaux sociaux relayée. Nous, on n'était pas dans l'avion. On n'était pas dans l'avion, mais c'est quand même assez impressionnant. Hein. Voilà. Donc la porte de cet avion s'est ouverte juste avant l'atterrissage. Voilà. Et l'avion était en courte finale. Je crois qu'ils étaient à 600 pieds. Donc 200 mètres d'altitude. 200 mètres d'altitude, de hauteur, ouais. Ça doit quand même faire bizarre. Ah oui, ça, oui. Voilà. Alors pourquoi les tenants et aboutissants, on ne sait pas pourquoi ce qui est passé dans la tête de la personne pour ouvrir la porte. Peut-être qu'il voulait prendre l'air, qu'il était malade ou dire bonjour à des amis en passant. On ne le saura jamais, enfin peut-être que l'enquête le dira. Mais ce qui est quand même intéressant dans tout ça, ça nous a interpellés, hein, Gilles. Oui, parce que tu en as même fait un papier pour Aérobuzz. Ah, Aérobuzz. Abonnez-vous. Donc Aérobuzz, c'est la version digitale de Jumpseat. Non, Jumpseat est la version télé, vidéo
d'Aérobuzz. Bon, Je vous il y a ai un peu dit des raccourcis quand Je même. vous ai dit que c'était un petit peu compliqué, qu'il avait un rhume de cerveau aujourd'hui. J'ai un rhume de cerveau. Non mais sérieusement, numérique, nous dit Alfred. Voilà. Abonnez-vous à Aérobuzz. Il y a toute l'actualité aéronautique, c'est sur Aérobuzz tous les jours, 7 jours sur 7. Et on peut s'abonner pour avoir accès à des articles plus complets, des enquêtes, etc. La zone aéro, pressurisation naturelle. Oui, c'est ce qui se passe dans mon nez, exactement. Alors cette porte ouverte, justement, pourquoi alors la raison, on ne sait pas. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'on peut ouvrir une porte dans un avion. Tu sais, Alors, j'ai jamais, j'ai jamais, Baptistou, c'est bien ça. j'ai jamais essayé, mais je trouve qu'effectivement l'expérience est intéressante. Alors, bizarre quand même. Il semblerait que du côté d'Airbus, ils n'imaginaient pas que ça puisse être possible. Ouais, Donc là, je pense que ça doit cogiter dur pour savoir comment ils vont pouvoir mettre. C'est quoi les systèmes qui permettent justement d'ouvrir ou pas une porte? Parce qu'il faut quand même bien qu'on puisse l'ouvrir en cas d'urgence, sinon elle sert à rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? Effectivement. En fait, la porte, on peut l'ouvrir. Il y a une sorte de. Là, ce sont des issues de secours. Hein. Oui, mais c'est un peu similaire. Sur l'A321, l'issue de secours, c'est une porte. Parce que l'A321 par rapport au 320, c'est un fuselage un peu plus long. Donc ils ont rallongé le fuselage et ils ont rajouté une porte. Plutôt que de mettre une issue de secours classique où c'est la petite fenêtre, du moins par laquelle. Là c'est vraiment une porte. Hein. Donc normalement ces portes elles peuvent pas s'ouvrir simplement parce que elles restent bloquées à cause de la pression, du moins du différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Seulement ce différentiel il s'efface dès que l'avion se rapproche du sol. Hein, il y a un moment, ça devient facile d'ouvrir la porte. Vous avez tous fait l'expérience, quand vous allez en montagne, vous prenez une bouteille ou une gourde et vous ouvrez le bouchon. Toi qui fais de la montagne, Baptistou, ça t'est déjà arrivé? Tu as rempli ta bouteille à Grenoble, puis tu te retrouves en haut du Grand Sorbier sur Beldon. Tu veux boire un coup, ça fait psh. Ouais. C'est pas la même pression. Voilà, c'est une pression inférieure qu'au sol. Plus on monte, plus la pression diminue. Et dans les avions, on régule cette pression. Il y a tout un système de pressurisation avec un système qui laisse sortir de l'air si besoin, pour réguler la pression à pas tout à fait la pression atmosphérique du niveau de la mer. On est dans un avion de ligne, la pression en cabine, elle est à peu près de l'ordre de 2000 mètres. Voilà, exactement, 1800-2000 mètres. C'est comme si on était à peu près, c'est ça, à 2000 mètres d'altitude. Alors après toute la difficulté, c'est d'arriver à baisser cette hauteur cabine pour rendre le vol plus confortable. Et sur les avions d'affaires, par exemple, on arrive à un avion qui vole au niveau 450, donc c'est-à-dire vers 15 000 mètres d'altitude, ils arrivent à avoir un niveau cabine de l'ordre de 1600 mètres. Et donc, le vol est beaucoup moins fatigant comme ça. Hein, plus on est haut et plus on fatigue parce que moins on a d'oxygène. Donc le cœur est obligé de battre plus vite. Voilà. Donc avec ce différentiel, c'est ça le point clé, c'est qu'on ne peut pas physiquement... la porte est tellement plaquée contre la carlingue qu'on ne peut pas la pousser vers l'extérieur et l'ouvrir avec le différentiel de pression. Ça, c'est le point clé. Après, il y a des sécurités, il y a des évents, des systèmes de verrouillage qui font que la porte est fermée. Et alors, juste pour terminer là-dessus, je remercie Philippe Poncelin, qui est un ancien commandant de bord 380 777, et il m'a expliqué que sur le 777, par exemple, et même sur le 380, les portes sont verrouillées automatiquement à partir d'une vitesse de 80 nœuds. Donc 80 nœuds, évidemment, c'est pas énorme. Hein. C'est 150, 160 km/h, non, un peu moins quand même. 80, c'est même d'ailleurs la vitesse de référence au décollage. Hein. Ils annoncent toujours 80 avant la V1, V2. Et donc là, il y a un système de verrouillage automatique. Et ce qui est aussi intéressant, je vais essayer de faire très simple, c'est que au sol, il y a automatiquement, donc c'est tout régulé automatiquement, il y a un système de surpression en cabine d'environ, la cabine est... Alors, le calculateur de pressurisation pressurise l'avion à environ 200 pieds
Donc c'est 60 mètres plus bas que le niveau de la piste d'atterrissage. C'est en cas de problème et d'évacuation, c'est pour faciliter l'ouverture de la porte vers l'extérieur. La pression devient un petit peu plus élevée en cabine. En cas de problème, c'est vraiment pour déclencher l'ouverture plus facilement et déclencher les toboggans. Merci à Philippe qui m'a expliqué tout ça hier. Oui, pardon, Gilles, tu allais dire quelque chose? Alors, j'allais dire que pour l'instant, il n'y a pas encore de solution trouvée pour pallier à ce problème, parce qu'il y aura peut-être d'autres passagers dans le futur, ou peut-être même dans un futur très proche, qui auront envie de faire des belles images, voilà, de faire des belles images sur les réseaux sociaux en ouvrant la porte. Donc pour l'instant, Airbus travaille à une parade sans doute. Mais ce qui est, on a appris ce week-end que Asiana suspendait la vente du siège qui est près de l'issue de secours. Bon. Alors c'est le siège 28, on n'a pas les chiffres, mais parce qu'ils ont ici fait ça sur les Embraer. Donc sur l'Airbus et sur l'Embraer. Voilà. Donc voilà. Bon, ça c'était pour... Voilà, c'était l'actu principale du jour. Alors il y a plein d'actu, il y en a d'autres. Hein. Juste quand même, à propos de portes, on est tombé là-dessus aussi dans les actus. Là, un vol de Southwest aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut le mettre à l'image. C'était à San Diego. Où, regardez ça. Alors c'est pas la même porte, mais bon, le pilote est passé par le hublot du cockpit pour rejoindre le poste. Pourquoi? Ça, c'est quand tu as perdu tes clés et que tu n'arrives plus à ouvrir la porte. Alors, heureusement, ça s'est passé au sol, évidemment. Mais alors, l'histoire, c'est qu'un passager, alors que a voulu aller aux toilettes à l'avant de l'avion, là, avant le départ, et il s'est trompé de porte. Donc, il a poussé la porte, en poussant la porte du cockpit, je pense qu'il y a maintenant, surtout aux États-Unis, des systèmes de sécurité pointus. Donc, la porte s'est verrouillée automatiquement, il n'y avait personne dans le poste. Donc ils ont pu. Par contre, je ne sais pas comment ils ont ouvert la fenêtre là, de l'extérieur. Et donc l'avion a eu que 8 minutes de retard. Il a même rattrapé son retard en vol. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Southwest a fait un communiqué suite à ça. Et c'est là aussi où on voit le pouvoir des réseaux sociaux. Parce que des choses comme ça, je pense que ça s'est peut-être déjà passé dans le passé ou similaire. Tout de suite, ça a été mis en ligne. Quelqu'un a pris une photo, c'était relayé sur Twitter, tout ça. Et donc, Southwest a fait une communication. Comme il y a quelques semaines, quelques jours, où un 747 de Luxair a tapé très dur, a pété un train, je crois, à l'atterrissage. C'est arrivé 2 fois. Et pareil, la compagnie a tout de suite fait un communiqué pour confirmer ce qui s'était passé. Cargolux, pardon, pas Luxair. Merci, Alfred. Et c'est intéressant aussi de voir comment les compagnies aériennes réagissent tout de suite face à ces actualités. Aujourd'hui, on n'avait pas ça avant. Non, mais avant, il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux. Donc, ni Twitch. Twitch, si vous nous regardez. Donc, les compagnies aujourd'hui sont en alerte en permanence parce que le moindre événement qui se passe dans une cabine, ça fait le tour de la Terre tout de suite. Alors, tu parlais de Southwest. Et Southwest, il y a eu un événement quand même beaucoup plus tragique récemment. Où le moteur gauche sur un 737 a pété en vol. Oui. Et ça a brisé un hublot. Et la passagère qui était assise à côté de ce hublot a été aspirée à l'extérieur parce que là, c'était en niveau de vol. Donc là, il y avait une grosse différence de pression. Donc la passagère a été aspirée. Elle n'est pas passée entièrement la tête et les épaules seulement. N'empêche qu'elle est morte. Il y a eu un autre événement quelques années plus tôt, bien longtemps avant, puisque c'était un BAC 111 de British Airways, où le pare-brise a explosé côté commandant de bord, et le commandant de bord a été aspiré. Il est resté accroché. Il est retenu par les jambes. Hein. Voilà. Ouais. Et donc lui s'en est tiré, mais parce que son équipage l'a retenu dans le cockpit. Donc l'événement de Asiana, il y a des précédents, pas de même nature évidemment, mais des histoires d'ouverture intempestive de la cabine en vol, c'est déjà arrivé, alors de façon accidentelle. Baptiste, on peut ouvrir une verrière planeur en vol Quelqu'un pose la question d'ailleurs, à quelle altitude la plus haute réalisée en planeur? Alors, ouvrir la verrière, bon déjà, on a une petite fenêtre qu'on peut ouvrir, ça oui. Par contre, la verrière complète, ça je crois pas, sauf peut-être certains modèles. Oui, ça l'arracherait, ouais.
Et sinon, pour revenir sur l'altitude, il n'y a pas vraiment de limite. C'était au mois d'octobre dernier. Il y a 2 jeunes de mon club, hein, ils ont 17 ans, je crois, 16-17 ans, qui sont montés à 8000 mètres au-dessus du Mont Ventoux. Alors, c'est très exceptionnel, hein, c'est vraiment des conditions très particulières. Puis surtout, là, ils sont montés dans l'espace supérieur. Donc, ça veut dire que niveau contrôle aérien, ils ont eu du bol de tomber sur des contrôles compréhensifs et de ne pas gêner la circulation. Mais donc, 8000 mètres au Mont Ventoux, juste à côté de chez nous, quoi. Mais après, les records du monde... C'est beaucoup. En planeur classique, en planeur standard, je crois que c'est de l'ordre, je sais plus, mais ça doit être 12 000 ou 15 000 mètres. Ça se pratique dans les Andes, surtout. Plutôt 15 000, ouais. Ouais, donc ça, c'est dans les Andes en conditions d'onde. Et après, sinon, il y a le Perland Project, qui est aussi un planeur très particulier et qui, lui, est monté, il a déjà fait des records, je sais plus s'il est monté à 25 000 ou un truc comme ça. Et il vise les 30 000. Dans les jours qui viennent, il redémarre une campagne d'essai. Ouais. Alors, le Perland, c'est Airbus aussi. Hein. Oui, le Perland, c'est Airbus, ouais. Et évidemment, quand on monte en altitude, il faut être équipé, et notamment avec de l'oxygène. D'un point de vue réglementaire, et c'est pas complètement con, dès qu'on est au-dessus de 4000 mètres, il faut l'oxygène est obligatoire à bord. Et c'est même au-delà de 3400 mètres, mais il y a une tolérance. On peut monter à 4000 sans oxy si on n'y reste pas longtemps, moins de 3 quarts d'heure, je crois. D'accord. Moins de 3 quarts d'heure, d'accord. Ouais. Ouais, j'aurais pensé moins, tu vois. Mais d'accord. La zone aéro nous dit qu'ils avaient de l'oxygène, j'espère. Là, les deux, ils ont, tu dis, 17 ans, ouais, je crois. Sympa, hein. Prometteur. Ils devaient avoir une vue de là-haut. Oh là là. Ah oui, ils étaient en local de la Corse. Ils auraient pu aller en Corse en vol plané direct s'ils voulaient. Avec la finesse et les... Oh là là. On va reparler de planeur, évidemment. Ça va être le cœur de l'émission. Avant... Gilles nous dit juste sur Aquila, j'ai vécu un déverrouillage de verrière en vol, retour au sol scabreux. Alors sur quelle machine? Aquila. Ah, sur Aquila, pardon, j'ai confondu avec la ville en Italie, au-dessus d'Aquila, pardon. Oh là là, je suis en Italie, moi, avec MLN 208. La limite au CNVV est 3800 mètres, nous dit JP. C'est à Saint-Auban, ça. Ouais, le centre national du vol à voile. Alors bon, on enchaîne. On enchaîne avec le C919. Ouais. Hein? Alors, un concurrent chinois à prendre au sérieux, nous dit le talentueux journaliste Gilles Roy, que vous connaissez tous sur Aérobuzz. Exactement. Et effectivement, je confirme, il faut le prendre au sérieux. Donc, pourquoi on parle beaucoup de cet avion aujourd'hui? C'est parce que ce week-end, il a fait son premier vol commercial. Donc, c'est un avion made in China, complètement fabriqué en Chine. Bon, alors, il y a pas mal d'équipements qui sont encore occidentaux, à commencer par les moteurs, les LEAP de CFM International. C'est la même famille de moteurs que sur l'A320 Neo et sur le 737 MAX. C'est vrai que sur cette photo-là, on différencie, difficile de différencier presque entre quand on regarde les moteurs et le profil de l'aile. Et donc c'est... Ce projet, ce programme plutôt de monocouloir chinois a été lancé en 2007. Le premier vol a eu lieu en 2017. Et donc, on arrive aujourd'hui à l'entrée en service de l'avion. Et donc, c'est un concurrent direct pour l'Airbus A320 Neo, du moins toute la famille, et puis pour le 737 MAX de Boeing. Alors, concurrent direct... Potentiellement, parce que effectivement, c'est pas du jour au lendemain que Comac va réussir à produire en très grande série des avions qui sont d'une fiabilité totale, comme peut l'être aujourd'hui un A320. Mais ça veut dire que ça y est, ils sont partis et rien ne les empêchera. Il y a 50 ans, quand Airbus a sorti son A300, a fait voler son A300 pour la première fois, chez Boeing, ils pensaient qu'il faudrait beaucoup de temps. Boeing a eu encore un petit peu de répit, mais rapidement, Airbus s'est montré un concurrent assez costaud. Et puis aujourd'hui, Airbus est passé devant. L'atout de Comac, c'est son marché. Là, j'ai repris les chiffres parce que je ne les connais pas par cœur. Énorme. Airbus estime que dans les 20 ans à venir, dans le monde, il va falloir à peu près
39 490 avions, dont 31 420 monocouloirs. Airbus A320, 737 et donc Comac 919. Donc 31 620 dans le monde, mais 7 090 rien qu'en Chine. Donc ça veut dire, il faut retenir ce chiffre, 7 090, c'est les besoins des compagnies chinoises. Les compagnies chinoises, elles vont être au bout d'un moment, quand le C919 sera au point, on va les encourager vivement à acheter du chinois plutôt que de l'Airbus. Donc acheter local, hein. Oui, acheter local, circuit court. Circuit court, oui. Restons développement durable. Donc voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le Boeing et Airbus ont un vrai concurrent, mais ça, je pense qu'ils en ont conscience depuis longtemps. On peut leur faire confiance. Voilà. Tiens, j'ai une petite idée de sondage justement. C'est possible à la régie? Est-ce qu'on pourrait poser la question, si demain vous voyagez en Chine, vous êtes prêt là à faire un vol en C919? Voilà. Il n'y a pas d'arrière-pensée dans cette question. Mais juste comme ça, on peut se dire, tiens, c'est un avion récent, c'est en Chine. Alors que nos amis chinois qui nous regardent, on les salue. C'est certainement un très bel avion. Mais est-ce que vous êtes prêt à monter dans un C919 là, dès demain? Oui ou non? Dès demain, même cet après-midi. Parce que cet avion est maintenant en service sur la ligne Shanghai-Chengdu. Donc, il faut savoir que l'usine de Comac est à Shanghai. Donc, c'est pratique d'avoir un avion qui fait des allers-retours comme ça, de l'avoir et de pouvoir que tous les ingénieurs, les techniciens. Tiens, j'ai entendu un. C'est bon comme ça, la régie? Voilà. Donc c'est effectivement c'est bien pour voir comment se comporte l'avion en opération. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur le C919 et on va pouvoir passer à la suite. Alors le sondage est lancé. Vous remontez un petit peu dans la fenêtre du chat et vous vous laissez guider pour répondre. Mais vous répondez en votre âme et conscience, bien sûr. Ah bah oui. Hein. Voilà. Alors, on va continuer dans l'émission. Dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Et j'en profite pour vous dire aussi... alors, Gilles nous demande si le C919 est certifié EASA. Non. Pour l'instant, il est certifié uniquement en Chine. Du local. Hein. Et donc, il risque d'y avoir quand même pas mal de temps avant qu'il soit certifié en Europe et encore plus aux États-Unis. Quand on voit les difficultés que ATR a eu à certifier son ATR 72600 ou 42600, je ne sais plus lequel des deux, là, en Chine, ça a pris plusieurs années. On peut imaginer que l'Europe va rendre la monnaie de sa pièce à la Chine. Voilà. Ça paraît logique. Et puis, je ne vois pas encore une compagnie occidentale, européenne, acheter un Comac. Voilà. Donc nous allons avancer. Oui, j'allais juste te dire, si vous aussi, vous trouvez des actus insolites ou qui peuvent être intéressantes de présenter dans l'émission, n'hésitez pas à les envoyer. Et puis, on se fera toujours un plaisir d'en parler avec vous. Voilà, des choses peuvent nous échapper, évidemment. C'est même certain. J'ai connu une blonde Comac, ça a un rapport, nous demande Alfred. Peut-être. Donc pas accès au ciel européen, nous dit Gilles. Ah non. Voilà. Avant d'arriver dans le ciel européen, il a de quoi s'occuper en Chine, dans le ciel chinois. À quelle adresse, nous dit Jumpseat Aérobuzz, pour les actus? Effectivement, il faudrait qu'on ait une... Bah oui, on n'a pas une adresse générique là pour l'émission. Il faudrait peut-être en créer une. En attendant, on peut donner celle d'Aérobuzz. Ah bah voilà, celle d'Aérobuzz. Parce que Jumpseat, c'est Aérobuzz. Abonnez-vous. L'actualité aéronautique, postmaster@aerobuzz.fr. Voilà. Allez, on enchaîne là. Ouais, on enchaîne. Batistou. Oui, pardon. Il y a un petit... Ah oui, le sondage. 75% oui. Voilà. Prêt à prendre le C919 dès cet après-midi. Pour rentrer dans l'histoire. Bon, on va regarder s'il y a des vols, s'il y a des places. En tout cas, c'est un avion visiblement qui a de l'avenir. Hein.
Baptistou, comment ça va? Bah, ça va bien, très bien. Alors, comment te présenter, toi? Aventurier, pilote de planeur, Ouais, montagnard, voyageur, marin. montagnard, marin, effectivement passionné de grand air. En fait, j'aime bien être dehors. C'est surtout ça, je pense, qui me caractérise. C'est que j'adore les voyages et l'aventure et toute ma vie, j'ai passé ma vie à me balader, quoi. Mais que ce soit comme touriste ou pour mon boulot. Puisque je bosse en mer. J'ai une petite spécialité dans la robotique sous-marine. Donc en mer, il se passe beaucoup de choses, hein. Il y a des câbles, des plateformes, des éoliennes, de la défense, de la science. Et on envoie parfois des robots sous-marins au fond de l'eau pour aller faire des trucs. Et donc moi, ma spécialité, c'est effectivement de mener à bien ce genre de mission. Mais après, j'ai fait plein d'autres trucs pour mon boulot en mer. Et moi, en tant que touriste et voyageur, je me suis baladé un peu partout. Si tu veux, je te fais un rapide résumé un peu de mon CV. Non, mais ce qui est important, c'est mais en que gros- tu viens d'une ville, superbe ville. Une superbe ville, oui, surtout pour ceux qui y sont nés et qui ont envie de la mettre en avant, n'est-ce pas? Les Grenoblois, Baptistou. Non, mais t'es né à Grenoble ou t'as grandi à Grenoble? J'ai grandi à Grenoble. D'accord, ok. Et ton travail sur la mer, il consiste en quoi Oula, exactement? alors je peux pas te le détailler parce que D'accord. ça a 1000 facettes Ah oui, différentes. d'accord. Mais en gros, j'ai travaillé sur beaucoup de chantiers différents et qui touchent à des domaines très différents. Et ça va des EMR, énergie marine renouvelable, donc les éoliennes, les hydroliennes, tout ça. D'accord. Ça va être du pétrole, ça va être de la défense. Quand la DGA fait des essais de tir de missiles, il faut aller récupérer les petits bouts. Ah Ça va être de la science parce que ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe au fond des océans. Voilà. Ça va être du déminage parce que quand on fait des installations dans la mer du Nord et qu'on s'aperçoit que la Seconde Guerre mondiale a laissé quand même un paquet de mines, si tu vas planter ton éolienne sur une mine, c'est un peu délicat, quoi. Non, Donc, mais c'est tu vois, ce sont des métiers. il y a 1000 facettes différentes. Et c'est ce métier-là qui, moi, m'a amené justement à parcourir le monde. J'ai fait des missions en Europe, évidemment, mais aussi beaucoup en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Donc, je suis allé un peu sur tous les océans. Et après, et continents. Pour mon métier, pas surtout beaucoup les les océans. continents. Mais moi, en tant que voyageur, oui, les continents aussi. Et en fait, si tu veux, j'ai un profil d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur à Lyon, Centrale Lyon. Et en sortant de ça, je voulais surtout pas m'enfermer dans un bureau tout de suite. Et donc, j'ai commencé par partir 1 an aux îles Kerguelen. Alors, je sais pas si tu vois où c'est. Alors, le nom me parle, mais je me souviens pas où c'est. C'est Très des îles franchement. françaises. Ouais. Elles sont à peu près à équidistance entre l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Antarctique et l'Inde. Ah ouais, Donc ça va être c'est super. c'est loin. En résumé, c'est au milieu de nulle part. En résumé, c'est loin. Ah ouais. Et en fait, c'est des îles qui sont grandes comme la Corse, à peu près. Donc, c'est assez balèze. Il y a une station scientifique qui est militaire. Et donc, pendant 1 an, je me suis occupé de coordonner toutes les activités scientifiques. Voilà, ça, c'était ma première expérience de vie professionnelle. Il y a un dénominateur, un point commun comme dans tout ce que tu fais, c'est t'es engagé aussi, un engagement pour l'environnement, hein, la planète. Hein. Ouais, alors alors c'est une question Sans faire de transition. que je me suis posée dès le début, mais c'est surtout le fait de voyager et d'aimer la nature qui finalement m'amène à me poser ces questions-là. Effectivement, si tu veux, avec tout ce que j'ai eu la chance de faire, on a envie de pouvoir continuer à le faire. Continuer à le faire, ça veut dire que notre planète reste dans l'état actuel, à minima. Et alors, quoi de mieux de la voir d'en haut, la planète? De la voir d'en haut, de la voir d'en bas, de Ouais. la voir La contempler. de tous les côtés, de la contempler. Mais effectivement, c'est le voyage qui permet de savoir où est-ce qu'on vit et de comprendre un peu D'où quels on sont vient. les enjeux, d'où Ouais. on vient et quels sont les enjeux. Quels sont les enjeux? Donc c'est un peu ça qui a formé, on va dire, mon profil, mes motivations et tout ça. Et le planeur, tu es venu comment et quand? Eh ben tardivement, puisque donc comme je disais, j'ai fait surtout beaucoup de bateaux. Les Kerguelen, j'étais à terre, hein, je m'occupais des missions, des missions scientifiques. Mais après les Kerguelen, je suis parti faire du bateau. Pendant un an et demi, j'ai navigué en Atlantique sur des grands voiliers d'une association qui fait donc l'association AJD, l'association du Père Jaouen, qui a 2 grands voiliers, le Bel Espoir. Il faut aller voir le site belespoir.com. Qui fait de la réinsertion sociale par la mer.
Donc ce sont des 3 mâts, hein, c'est des 3 mois. Il y a 2-3 mois, le Bel Espoir et Rara Avis. Et en gros, pendant 6 mois, j'ai appris à naviguer. Et puis après, l'année suivante, j'ai appris aux autres à naviguer. D'accord. Le planeur, en fait... Coussin, pardon. Voilà. Le planeur, en fait, moi, après, si vous voulez, après ces expériences Kerguelen, Bel Espoir, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut que je commence à gagner ma vie. Donc, je suis parti bosser dans l'offshore. Et c'est là que je suis rentré dans le monde de la robotique sous-marine. Et le planeur, c'est arrivé assez tard. C'est arrivé il y a 8 ans, je crois. Tout bêtement, parce que voler, pour moi, c'était un rêve comme pour beaucoup de monde, et un rêve que je pensais inaccessible. J'avais le préjugé que je pense 90% de la population a, à savoir que l'aéronautique, c'est un monde réservé à une élite, riche, fortunée, et disposant de cerveaux démesurés, permettant de piloter des machines incroyables. Et puis un jour, comme j'étais à Marseille, je vivais à Marseille à ce moment-là, je me suis dit, allez, je vais déjà faire un baptême en planeur à Saint-Rémy-de-Provence. Et donc, j'ai accroché à ce club-là qui est génial, dynamique. Et je me suis rendu compte que, le planeur, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour pouvoir avoir le droit de monter dedans. Et 2, niveau tarification, c'est tout à fait abordable. En planeur, à Saint-Rémy, c'est 20 € de l'heure, quoi, ou 30 € de l'heure. Ouais. Donc, voilà. Et puis, je me suis inscrit là-dedans et j'ai découvert le monde du vol à voile et donc l'aéronautique. Mais c'est récent. C'est il y a 7-8 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Ah oui, c'est quand même c'est assez récent. Ouais. Et pour apprendre à piloter le planeur. Et le basculement vers le planeur électrique, le planeur solaire, ça s'est fait plus récemment, donc? Pas vraiment. Ou rapidement? Ça s'est fait très rapidement. En fait, l'aventure dont on va parler, là, c'est que, donc pour résumer, je me suis construit un planeur solaire, électrique solaire, pour pouvoir voyager sans limite. C'était toujours dans cette passion du voyage et de liberté. C'était vraiment un rêve de liberté. Ben voilà l'image de la machine. On voit le planeur, ouais. On voit le planeur et on distingue devant, il y a une hélice qui est dans le nez, en fait contre le nez, et qui me rend autonome au décollage. D'accord. Donc c'est une petite hélice souple qui se plaque sur le... Ouais, elle est... Alors, en fait, elle n'est pas souple, elle est rigide, mais sur un pivot. Sur un pivot, d'accord. Voilà, les plaques sont rigides, mais sur un pivot. Okay. On la voit devant, plaquée le long du fuselage. Et en fait, c'est un mécanisme qui est tout con. C'est dès que le moteur se met à tourner, avec la force centrifuge, elle s'ouvre, elle fonctionne. Dès qu'on coupe le moteur, avec le vent relatif, elle se plaque contre le fuselage. Et ça te permet un décollage... un décollage autonome. Ouais. Autonome, hein. Mais pour revenir au début de cette démarche, c'est qu'en fait, j'avais vraiment le rêve de pouvoir me balader en totale liberté. Et pour moi, la définition de la liberté, c'est pouvoir aller partout sans contrainte logistique. Donc sans me poser de questions, est-ce que je vais trouver une pompe à essence, comment je vais faire à l'arrivée, etc. Et comme j'ai une formation d'ingénieur, avec mon bon esprit scientifique, je me suis dit, il faut que j'arrive à utiliser des énergies renouvelables là où je vais me balader. Donc typiquement du vent et du soleil. Parce qu'en fait les autres énergies renouvelables sont un peu délicates à trimballer. La géothermie, c'est un peu... Tu ne veux pas te balader avec ton puits de géothermie, quoi. Donc là on voit bien l'hélice qui tourne sur le planeur. Et puis on a vu le décollage là. Il décolle sur combien de... Alors j'ai pas remesuré, mais en gros il faut à mon avis 250 mètres. Le roulage dure 250 mètres. Après, il faut pas avoir des arbres en bout de piste évidemment. Ouais. Mais par contre j'ai un taux de montée qui est quand même assez intéressant. Je monte à 2,5 mètres secondes. D'accord. À petite vitesse, à 80-90 km/h. Donc finalement ça fait une pente qui est assez raide. Donc c'est assez confortable, c'est pas mal. Et alors comment tu gères l'énergie que tu as dans ta batterie pendant le décollage? Je la gère pas, je mets tout à fond jusqu'à ce que ça décolle, puis une fois que c'est en l'air... Mais ce que je veux dire, non, mais pendant combien à quelle altitude tu vas arrêter le... alors après, je pense qu'on rentrera effectivement dans les détails techniques tout à l'heure, mais en gros, si tu veux un ordre de grandeur, c'est un décollage en 300 mètres. Si tu fais un gain d'altitude de 300 mètres, c'est largement suffisant pour un décollage en planeur. Voilà. Quand tu décolles, quand les conditions aérologiques sont bonnes pour du vol à voile. Donc il n'y a pas de raison d'aller plus haut si les conditions sont bonnes pour le planeur. Donc en général, sur mon Tour de France, là j'ai bouffé entre 20 et 40% de batterie au décollage seulement. D'accord. Donc finalement c'est assez peu. Attends, après, sur tout le Tour de France? Non, à chaque décollage, je bouffais entre 20 et 40% de batterie. D'accord. Après c'est sûr que si tu veux faire un trajet et que l'aérologie n'est pas là, si je veux monter, je peux faire en fait, si je vide ma batterie, je peux faire un gain d'altitude de 1200 mètres. Je peux monter à 1200 mètres au-dessus du terrain. Mais plus de batterie ensuite. Et après, j'ai plus de batterie.
Et ça se recharge. Il faut du temps pour recharger. Ça se recharge en volant de toute façon alors. Ouais. On va y venir. En d'accord. fait, si tu veux, pour revenir sur ma démarche, qui était de me dire, faut que j'arrive à utiliser de l'énergie renouvelable que je trouve sur place. Donc je voulais utiliser du vent et du soleil. Et quand j'ai découvert le planeur, j'ai fait, les premiers vols que j'ai fait autour du terrain. Déjà, j'ai trouvé ça dingue parce que j'avais jamais volé dans un petit avion, même autrement. Mais alors les vols dans les Alpes et qu'on a commencé à faire des centaines de bornes avec une machine qui n'a pas de moteur, je me suis dit mais c'est juste hallucinant ce truc. C'est faire plus de 100 km, faire 100, 200, 300 km avec juste de l'aérologie, c'est fabuleux. Ouais. Et en plus de ça, des planeurs ont des grandes ailes. Oui. Des grandes ailes qui reçoivent des photons toute la journée. Je me suis dit mais c'est con de laisser repartir ces photons, autant les récolter. Donc c'est là que j'ai construit cette idée de partir d'un planeur qui serait équipé d'un moteur électrique pour le rendre autonome au décollage, puisque les planeurs purs en fait ils nécessitent quand même un moyen externe, un avion remorqueur, un treuil, enfin ce que tu veux. Et donc pour le rendre autonome, l'idée c'était un moteur électrique, une batterie, parce qu'il faut de la patate, et des panneaux solaires pour les recharger. Mais avec l'idée que je vais pas forcément faire du vol solaire, que je veux qu'une journée de soleil, ça fait mon plein de batterie et ce plein de batterie me permet de décoller. Je suis du coup allé discuter avec tous les fabricants de planeurs, surtout qu'aujourd'hui en fait les planeurs électriques ça commence à exister sur le marché. La motorisation FES, ce qu'on appelle FES, là, le Front Electric Sustainer, donc avec l'hélice dans le nez comme on le voit sur les images, c'est un truc qui existe de série, oui. Ça a été lancé par une boîte qui s'appelle LZ Design en Slovénie. Ça fait, je pense, son prototype, il a dû le sortir il y a 15 ans. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, tous les fabricants de planeurs le proposent en option sur les monoplaces. Ça commence à arriver sur les biplaces. Mais du coup, je me suis rapproché des fabricants de planeurs qui m'ont à peu près tous dit non mais ça marchera jamais ton truc, laisse tomber, et puis ça nous intéresse pas. Donc là, je me suis dit merde, est-ce qu'ils ont raison, je sais pas. Puis j'arrivais pas à comprendre les raisons techniques. Et en fait, je pense qu'ils ont cru que je voulais faire du vol solaire. En fait, les vols solaires, il y a le Solar Impulse qui est hyper connu, parce qu'il a fait le tour du monde, juste avec de l'énergie photovoltaïque. Mais les premiers vols solaires, c'est les années 70, et il y en a eu plein. Et il y en a encore aujourd'hui. Il y a notamment Raphaël Donjean là, avec Solar Stratos, avec qui je serai au Bourget, donc ça va être marrant. Et qui sera aussi sur le plateau de Jump Seat au Bourget, oui. Je l'ai vu la semaine dernière. Ah, en fait, magnifique vue là, de la barre des écrins. Au-dessus du glacier blanc. Ouais. Oh là 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 là. Bon, ça c'est fabuleux, hein. Enfin, c'est des moments de vol juste magiques. Ah ouais. Quand tu dis que t'es monté là-haut avec juste du vent et du soleil et rien d'autre, c'est magnifique. C'est encore mieux quoi. Mais pour en revenir au vol solaire, en fait, si vous voulez, tous les vols solaires réalisés jusqu'à présent, c'était vraiment des vols moteurs photovoltaïques. L'idée c'était de tenir une machine en l'air avec que de l'énergie photovoltaïque. Et si tu veux réussir à faire ça, il faut une machine qui soit à la fois très grande et très légère. Ça crépin là, je coupe, mais... Grande pour maximiser l'énergie récoltée et légère pour minimiser l'énergie nécessaire à la tenir en l'air. Et si tu veux une machine grande et légère, ça fait une machine fragile qui a très peur dès qu'il y a un peu des turbulences et qui en général nécessite des logistiques au sol et des équipes au sol qui sont conséquentes. Donc c'est pas fait pour voyager. Moi dans mon cas, je fais pas du vol photovoltaïque. Encore une fois, pour donner des chiffres, j'ai 1 kW d'énergie instantanée solaire. Il me faut 4 kW pour faire du palier, pour voler tout droit, quoi, sans monter ni descendre. Donc je peux pas faire du vol directement solaire. Mais par contre, en me disant je combine deux énergies, du soleil pour décoller et du vent pour avancer, pour schématiser, et ben là du coup j'ai une machine, je pars d'un planeur 1 qui est classique, donc une machine de série, donc plus facile à trouver, qui est robuste, qui est tout terrain. Un planeur ça peut se poser dans un champ. Là c'est l'autonomie vraiment. Ah bah moi c'est l'autonomie. Ça la clé. Ouais. C'est l'autonomie et dans le plus grand respect de l'environnement. Et ça, enfin voilà, et c'était vraiment ça mon rêve. Quelqu'un a posé la question sur le coût d'une telle machine, ça peut se dire ça ou c'est un gros investissement ou... Alors le coût de ma machine, c'est une maison, parce que c'est un prototype.
mais c'est Ouais. une maison, c'est-à-dire qu'au lieu de m'acheter une baraque, ben, j'ai balancé j'ai balancé mes 15 ans d'économie en l'air en espérant que ça allait voler, puis ça vole, donc c'est cool. Parce qu'au départ, tu es parti d'un planeur existant. Ouais. Et puis En fait- tu as collé des panneaux photovoltaïques Ouais. dessus. Comment... En fait, j'ai trouvé un seul constructeur qui m'a dit bon, on comprend pas du tout l'intérêt de ton truc, mais si ça nous fait vendre une machine, on est ok. Je pouvais pas partir d'une machine d'occasion parce que il y a beaucoup de contraintes techniques qu'il fallait que je fabrique les ailes déjà. Et puis de toute façon, sur le marché de l'occasion, je trouvais pas de machine qui correspondait. Donc il y a Alisport, donc la société Alisport qui était à l'époque en Italie. Bon là, ils ont changé et puis ils sont un peu en crise entre les anciens et les nouveaux propriétaires. Je sais pas où ils en sont. Mais bref, Alisport en Italie me dit ok, on veut bien te vendre une machine. Et moi, les conditions que je mettais, donc la machine c'est un Silent Electro. L'intérêt c'est qu'elle existait déjà avec la motorisation permettant de décoller. Donc ça m'a évité de devoir développer toute cette partie-là. Et le deal c'était ok, vous me faites un fuselage standard avec la motorisation comme vous le faites d'habitude. Et par contre les ailes c'est moi qui les fabrique avec vous. Donc avec vous, vos équipes et vos outillages. Pourquoi ? Parce que pour les panneaux solaires, je voulais les intégrer dans le profil d'aile. Je voulais que les ailes puissent tenir à haute température parce que d'habitude les ailes sont blanches et donc la structure est certifiée 55 degrés. Moi dans mon cas, en surface, je monte au-delà de ça. Donc il a fallu que je pense à ça et que j'adapte mes ailes pour ça. Et que je prévoie tout un tas de détails, hein, des capteurs, des passages de câbles et tout un tas de trucs. 3 ans de travail, hein. Ouais, donc j'ai signé la fabrication, je crois que c'était fin 2018. Et donc 3 ans et demi pour sortir la machine. Ce qui a été long en fait. Bon, Alisport, forcément, ils ont mis un peu plus de temps que prévu à fabriquer la machine, mais ça c'est comme tout le monde. Donc ils ont mis, je crois que je l'ai eu dans mes mains au bout de 2 ans. Et par contre, moi j'ai mis 3 ans et demi à faire les panneaux solaires parce que à la base, je pensais acheter les panneaux solaires. En fait, mon principe, ça a été de fabriquer les ailes avec un creux, là où les panneaux solaires, là où je voulais installer les panneaux. Pour les encastrer et respecter parfaitement le profil aérodynamique. Comme je suis pas spécialiste de mécanique des fluides, même si j'ai un joli diplôme d'ingé, je maîtrise pas tout. Je voulais surtout pas changer le profil d'aile ou rajouter des imperfections, par exemple du passage là où il n'y a pas de panneau et là où j'ai mes panneaux. Fallait pas qu'il y ait une surépaisseur, surtout au bord d'attaque. Là, quand on sait que les pilotes de planeur avant le décollage passent du temps avec la peau de chamois pour enlever la moindre poussière, le moindre moucheron. Et un planeur mouillé n'a pas du tout les mêmes performances qu'un planeur sec. Donc j'avais peur de ça et donc je voulais que les panneaux soient intégrés dans le profil d'aile. Mais comme la durée de vie des panneaux solaires c'est un peu incertain et que la durée de vie de la machine elle est virtuellement illimitée puisque les premiers planeurs construits volent toujours. En composite, les premiers mais en bois étoile ou en composite. Alors en composite, il y a des histoires de potentiel de vol, certains qui sont limités à 10 000 heures. Bref, on va rentrer là-dedans après. Mais ce qui est intéressant, son nom, le Solex. Ouais, alors le Solex, Solar Experimental. c'est justement, c'est Solar Experimental. Ça c'est la version officielle. La version officieuse, c'est que tout le monde me dit mais c'est quoi la différence avec Solar Impulse? Solar Impulse pour moi c'est comme tous les autres vols solaires, c'est fait pour battre des records, c'est fait pour faire des avancées technologiques. Pour moi c'est de la recherche fondamentale. Mais pour schématiser, pour moi le Solar Impulse c'est une Formule 1. Une Formule 1, ça te permet effectivement de battre des records et tout ça, mais tu vas pas aller chercher ton pain avec ça parce que tu vas la péter au premier dodan. Donc, alors qu'un Solex, tu vas pas battre des records, mais par contre tu vas battre la campagne. Ce qui est intéressant, c'est un planeur qui est aussi pratique qu'un petit vélo qui a un moteur d'appoint, quoi. Ouais. Tu le prends pour te balader. C'est intéressant de partager les caractéristiques. Donc elles sont toutes. Je vous invite à aller sur le site desailepourlaplanète.fr. C'est le site de Baptistou, www.desailepourlaplanète.fr. Et donc il y a tout le projet qui est expliqué, tout la technique, le Tour de France, qu'est-ce qu'une journée type, et parmi les caractéristiques techniques du planeur, donc envergure 13 mètres 50, quand même pas rien, surface à l'air 9 mètres carrés, poids à vide 235 kg, peut monter jusqu'à 345, vitesse maximale 220 km/h quand même, décrochage 65 km/h.
Bon, après, vous retrouverez tous. La finesse maximale est de 40. Par rapport aux caractéristiques du planeur d'origine, tu es resté conforme? Alors écoute, j'ai jamais volé sur un Silent normal, donc en fait j'en sais rien. Et puis c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de faire une campagne de mesure précise pour vérifier que j'ai bien 40 de finesse, etc. Maintenant, comme le profil d'aile est exactement identique à la machine classique, je vois pas de raison de dire que j'aurais dégradé les performances. Il y a certainement des imperfections, donc je vais peut-être avoir 1, 2 ou 3 points de finesse de moins que la machine classique, mais si tu veux, c'est que dalle. Par contre, ma machine, le système photovoltaïque, j'ai rajouté à peu près 20 kg de poids, donc 10 kg de panneaux solaires, 10 kg d'électronique et de câbles et d'accessoires. Mais 20 kg, donc ça fait 10% du poids de la machine. Finalement, pour un planeur, c'est pas très significatif. Ça va décaler la polaire de fonctionnement. Donc j'aurai un taux de chute un peu plus élevé. Par contre, j'aurai une meilleure vitesse, une finesse à plus haute vitesse. Donc, c'est pas grave, quoi. Alors, tu disais tout à l'heure que la durée de vie du planeur et celle des panneaux solaires étaient totalement différentes. Donc ça veut dire que tu as prévu qu'à un moment, il est possible de changer les panneaux solaires? Ouais, et c'est pour ça en fait que j'ai pas voulu intégrer les panneaux directement dans les moules à la fabrication des ailes. C'est que, en plus, les panneaux solaires, c'est moi qui les ai bricolés. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, j'avais qu'une trouille, c'est que mes panneaux, au bout d'un an, ils soient foutus, quoi. Et de me dire, je vais jeter ma machine au bout d'un an, ça m'allait pas. Surtout dans un contexte où, justement, on parle d'obsolescence et de comment faire pour allonger les durées de vie des machines. Je me suis dit, il faut absolument que je sépare la durée de vie de ma machine de la durée de vie des panneaux solaires. Donc, il faut qu'ils soient démontables. Et c'est pour ça que j'ai construit l'aile avec un décroché. En fait, dans les moules, j'ai mis des faux panneaux de la cire calibrée en épaisseur, avec l'idée que j'allais installer les panneaux après coup et trouver un moyen pour qu'ils soient démontables. C'est-à-dire que, alors si je les démonte, en fait, j'arrache les panneaux solaires, donc je les détruis, mais par contre, je ne touche pas l'intégrité de l'aile. Ça, c'était le principe. Du coup, un truc à la con, c'est que je pensais à la base utiliser des panneaux solaires trouvés dans le commerce, mais il se trouve que mes contraintes étaient beaucoup trop complexes et personne ne pouvait y répondre. Les contraintes, c'était épaisseur de moins d'1 millimètre. Moins d'1 millimètre? Bah oui, parce que comme j'ai fait un trou dans l'aile, j'ai descendu la peau. Et si j'étais descendu de 5 mm, ce qui est l'épaisseur des panneaux que tu vas trouver facilement dans le commerce, là, les panneaux souples, il aurait fallu recalculer le longeron. Donc repasser par du calcul de structure, de l'assertif et tout le boxon. Alors qu'un millimètre, sur cette machine-là, il y a 1 millimètre de colle, enfin il y a plus d'1 millimètre de colle entre le longeron et la peau extérieure. Et du coup, j'ai pu jouer sur cette épaisseur de colle pour finalement ne pas toucher l'intégrité structurelle de l'aile. Donc des panneaux de moins d'1 millimètre. Et ça, j'ai trouvé 2 fabricants dans le monde capables de le faire. Donc j'avais budgété la machine là-dessus. Même si c'est cher, c'est pas grave, je l'avais pris en compte. Sauf que truc à la con, j'ai un profil d'aile avec des doubles courbures partout. Et là, ça marchait plus. Parce qu'en fait, les fabricants de panneaux solaires, même s'ils sont souples, ils les fabriquent sur des plaques plates. Et pour schématiser, si tu veux enrouler une feuille de papier autour d'un cylindre, tu vas y arriver. Ça, c'est de la simple courbure. Mais autour d'une boule, tu pourras plus. Ça, c'est de la double courbure. Et là, on voit sur les photos que tu as ou sur les vues qu'on a, l'aile, elle a vraiment des formes assez complexes avec des doubles courbures. Donc, il fallait fabriquer les panneaux à la forme des ailes. Et là, les fabricants, ils m'ont dit... Enfin, ils étaient out, sauf à rentrer dans des budgets juste faramineux à coût de centaines de milliers d'euros. Et c'était pas gérable. Donc, tu l'as fait toi-même? Donc, j'ai développé mon propre process de fabrication de panneaux. Donc, j'ai quand même acheté les cellules photovoltaïques classiques. C'est des cellules Maxéon que tu vas trouver dans le commerce. C'est les mêmes qui sont sur le Solar Impulse. Même rendement, d'ailleurs. Et par contre, j'ai trouvé un process d'assemblage encapsulé dans un sandwich en résine époxy, 2 couches de fibre de verre, de la résine époxy. Et donc, faire ça dans une copie des moules. Et c'était aussi une des conditions avec Alisport, c'est qu'il me laisse faire une copie des moules, pour qu'en fait j'ai un gabarit à l'échelle 1. Ce qui m'a permis de fabriquer mes propres panneaux solaires et de les intégrer sur mon aile et de respecter parfaitement le profil aérodynamique. Donc ça a été vachement long à trouver la bonne méthode et c'est pour ça que j'ai mis 3 ans et demi à sortir la machine. Tout en pouvant les enlever sans abîmer la structure de l'aile. Ouais, c'est ça. Mais tu les arraches quoi, quand même. Alors, en fait, tout le jeu, toute la difficulté, c'est de les coller suffisamment faiblement pour que tu puisses les arracher sans détruire l'aile, mais suffisamment fort qu'ils ne s'arrachent pas en vol tout seul, quoi.
Et les joints et le traitement de surface, comment tu fais? Parce que Il y a sur plein un planeur- d'astuces. sur un planeur, Il y a c'est- plein d'astuces et donc c'est du travail de matériaux composites avec plein d'éléments, à la fois des résines époxy, des apprêts, voilà, il y a tout un process et Mais- surtout beaucoup d'heures de ponçage Mais derrière. donc, c'est pas une technologie, une solution qui peut être industrialisée. Si. Si. Si, j'ai quand même un peu réfléchi, si tu veux, aux chiffres. Et commercialement parlant, alors là, ce que j'ai fait, c'était très long, mais parce qu'on est dans du prototypage. Bien sûr. Il faut affiner et améliorer la méthode, mais si tu veux, elle reste rentable. Moi, si aujourd'hui je devais fabriquer ça, j'arriverais à un coût qui est tout à fait crédible. Mhm. Je serais à 5 000 € du mètre carré installé. Ah oui. Donc ça fait cher Ouais, si ouais. tu veux. Mais si tu as une machine qui fait 10 mètres carrés de surface, tu as 50 000 € de budget. Alors tu dis, 50 000 € sur une machine, c'est quand même cher. Mais regarde, une machine qui va faire 10 000 décollages dans sa vie. Un décollage aujourd'hui, au remorqué, le décollage, c'est 30 € dans les clubs où c'est pas cher, quoi. Oui, dans les clubs Donc, où c'est pas cher. si tu fais 10 000 fois 30, tu as vite compris que décoller tout seul, à l'électrique, recharger au solaire, c'est peut-être pas con. Donc évidemment, c'est encore c'est à affiner, à étudier, mais c'est pas Mais incohérent. alors, avec toutes ces modifications que tu fais, est-ce qu'on reste encore dans le cadre réglementaire du planeur? Alors justement, il y avait la question qui était passée tout à l'heure. Oui. Et effectivement, le cadre que j'ai choisi, là, c'est la réglementation ULM. Parce que j'étais tout seul, moi, dans mon garage, à faire mes petits bricolages et que j'avais pas les moyens, justement, d'aller... il fallait que je me simplifie la vie. Donc, c'était aussi l'intérêt de partir de cette machine, c'était de pouvoir me mettre en réglementation ULM. Mhm. Et bien que ce soit calqué sur l'ULM de série, qui est le Silent Electro, mon planeur, celui-là, le Solex, c'est un ULM non de série. Ok, le fuselage est standard, 50% de la machine, mais il y a quand même plus de 50% de la machine que j'ai fabriqué moi-même en utilisant l'outillage Donc là, disponible chez Alisport. on est dans la construction amateur. Alors en ULM, tu appelles pas ça vraiment construction amateur. La réglementation, c'est ULM de série ou ULM non de série. Parce que justement, tiens, tu vois, on a Ouais. une question. Dans quelle Quelle classe classe? ULM alors? Donc toi, tu es dans quelle classe? Eh ben, ULM Classe non 3, de là, série. Et non, c'est un non, ULM c'est- multi-axe, donc classe Multi-axe, 3, ouais. puisque c'est Ouais. un 3-axes. Donc multi-axe et ULM non de série. Maintenant, si on voulait le commercialiser, en ULM, c'est des process qui sont... c'est du classique, quoi. C'est faisable. D'accord. Ouais. Je fais une petite parenthèse puisqu'on parle du LM et j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. On a appris la disparition, alors je plombe un petit peu l'ambiance, hein, mais de Alain Dreyer. Alain Dreyer, c'est un pionnier aussi. C'est lui qui a vraiment lancé l'ultra léger motorisé avec des potes. Hein, voilà. Il y a un peu plus de 40 ans. Il avait coécrit les statuts de la Fédération française du LM. Il a été le tout premier président de la Fédération française du LM. Je vous invite à aller sur il y a un très bel article qu'il avait écrit pour les 40 ans de la Fédération. Vous le trouverez facilement sur le site de la FF Plume. Je vous le mets à l'image. Où il raconte vraiment les tout débuts. Où il écrit « J'ai fini par être lassé de faire des kilomètres en voiture et d'attendre pendant des heures au sommet. » Il faisait du vol libre, hein, du deltaplane. Avec une bande de copains d'Avignon, nous avons cherché à motoriser nos ailes avec des moteurs de tronçonneuse, avec l'hélice en prise directe afin de pouvoir voler à proximité de chez nous. Voilà, je vous invite à lire la suite de l'article qui est passionnante, notamment quand il se fait arrêter par la police, où dans le procès verbal, il explique mon récit de pince à linge dans la bouche comme manette de gaz a bien fait rigoler le juge, mais je ne pouvais pas récidiver. Bref, c'est plein d'anecdotes comme ça. On a une pensée évidemment pour Alain Dreyer et sa famille. Voilà, il s'est craché en Tunisie samedi lors d'un rallye. Et voilà, c'était une parenthèse, mais je pense que c'était quand même important de le souligner. Voilà. Donc, on revient à l'ULM Solex, parce que c'est un ULM. Ouais. Réglementairement, c'est un ULM. Techniquement, c'est un planeur. C'est-à-dire que si toi, tu as ta licence d'ULM et que tu n'as jamais fait de planeur, je ne te laisserai pas monter dans le siège. Parce que ça ne marchera pas, quoi. Ouais. Mhm. Si tu as un planeur, si tu fais du planeur et que tu as l'assertif planeur motorisé, tu n'as pas ton truc ULM, si personne regarde, je dirai rien si tu fais un tour avec. Pour le faire décoller, ça va. Ah ben c'est un petit bouton, tu Ah. tournes et puis
ça décolle. C'est les mêmes procédures qu'un remorquage, hein. Ah ouais. Sauf que le moteur, au lieu d'être 50 mètres devant, il est juste 50 cm devant, quoi. Ça pousse quand même. Ah oui, il y a tire. de la patate, ouais. Ouais, c'est la patate. Ouais, Ouais. c'est pas mal. D'accord. Et alors donc, vas-y, pardon. pour mettre une fois que tu as mis au point la technique pour les ailes, tu as voulu tester ça en vraie grandeur sur un Tour de France. C'est quoi, Ouais, l'idée, en fait, c'est quoi l'idée de ce Tour de France? Ah ben, moi, c'était toujours on va dire, mon trip initial, qui était le voyage en totale liberté. Donc effectivement, j'ai sorti la machine de l'atelier en mai l'année dernière, mai 2022. J'ai fait les vols d'essai. Alors ça, c'est encore un truc assez intense, surtout pour moi qui viens du monde maritime. Construire son bateau, si on le fout à l'eau et qu'il coule, on peut toujours nager. Voilà, moi je sais nager, j'arriverai à tenir quelques minutes quand même. Quand tu t'assieds dans le siège de ta machine volante que tu as construite, alors les premiers vols, on les a fait remorquage, mais si la machine se comporte mal en vol, tu auras beau sauter et battre des bras, il va pas se passer grand-chose, hein. Donc les premiers vols, t'es comme ça, quoi. Puis en fait, la machine s'est super bien comportée. Donc je crois que j'ai dû faire 3-4 vols sans utiliser le moteur parce que je voulais déjà tester son comportement en vol. Après, j'ai fait des décollages autonomes et en gros, j'ai fait quelques semaines d'essai en local du Mazet de Romanin. Et après, ça volait bien. Je me suis dit, bon, bah, le vol local, ça marche bien. Maintenant, il faut que je teste l'itinérance, hein. C'était ça mon objectif. T'es pilote d'essai aussi, en fait, alors. Par la force des choses, ouais. Et donc, je suis parti faire un Tour de France. Je ne savais pas du tout si j'arriverais à faire une ou deux ou plus d'étapes. Et puis, en fait, je me suis baladé partout en France tout le mois d'août dernier. J'ai 2600 fait km. 2600 km À vol d'oiseau, à vol d'oiseau, évidemment. à vol de planeur. 17 étapes. Et c'était fabuleux. J'ai eu zéro problème technique. Mes batteries étaient tout le temps pleines. J'ai décollé évidemment à chaque fois en autonome, mais de temps en temps un peu de moteur pendant certaines phases des vols. Ça a super bien fonctionné. Et donc Une ouais, anecdote, génial, quoi. tu t'es pas vaché Des anecdotes plein. Non, du coup je me suis pas vaché puisque non. cette machine marche, Pas de souci, fonctionne très bien. Ah ouais. T'es parti avec ton ange gardien. Après, après j'ai pas cherché à faire des très grandes distances. Tour de France en planeur, ça a été fait précédemment. Alors, ça reste quand même rare, hein, l'itinérance en planeur, elle est vraiment très peu pratiquée. Mais voilà, il y a déjà des gens qui ont fait le Tour de France en se faisant décoller à chaque fois par l'ULM, ou l'avion remorqueur local. Mais si j'avais visé de la distance, je l'aurais fait en 3 jours ou en 5 jours le Tour de France. Moi, mon objectif, c'est du voyage, c'est de la balade. Donc, j'ai pas cherché à faire des kilomètres, des centaines de bornes. En fait, j'ai fait, je crois, 170 km ou 200 km en moyenne. Et j'ai fait exprès d'étaler ce Tour de France sur tout le mois d'août. Et puis, ça m'a permis justement de tester un peu dans tous les sens cette machine-là et l'autonomie. T'avais prévu toutes tes étapes, les champs, Non, les j'avais terrains, rien prévu ou du non tout. Ah ouais. Parce savais que, pas où t'allais parce dormir que le soir. jusque-là, Parce- j'avais le nez dans l'atelier. Et c'est pour ça aussi que, le projet n'est pas très connu. C'est parce que je n'ai pas du tout communiqué dessus avant l'été dernier. Et puis quand je suis sorti de l'atelier, j'avais le nez dans les vols d'essai. Et puis une fois que je me suis dit, allez, je me casse, effectivement, j'ai quand même acheté des cartes aéro. Un duvet aussi, une tente, non? Pas de tente parce que cette petit machine réchaud. est trop petite. Non, un duvet, un matelas, ma brosse à dents, un sandwich. Et puis hop, c'est parti. Et en plus, il a fait super beau. Là, regardez les nuits qu'on a eues. Ouais. C'était juste Ah là magnifique. là. Donc tout le mois d'août, il a fait super beau. J'ai dormi sous l'aile tous les soirs, quoi. C'était génial. Bivouac sous Alors, il y ta a machine. quand même eu, tu vois, par exemple, quand je suis allé en Bretagne à Plohermel, là, j'avais 3 jours de météo qui étaient délicates. Enfin, il y avait des orages prévus. Et je savais qu'à Plohermel, effectivement, je ne suis pas encore 100% autonome, puisque j'ai profité des hangars là-bas en me disant, OK, il y a des orages prévus. Je sais que j'ai une place de hangar. Donc, je l'ai mis sous hangar pendant 3 jours et je suis parti voir ma famille et mes amis en Bretagne parce que j'ai plein d'attaches en Bretagne. Donc, c'était l'occasion. Et je suis revenu 4 jours après. Et en tant que pilote d'essai, là, t'en as profité pendant ce Tour de France pour pousser un peu la machine dans ses limites ou tester les niveaux d'altitude Je suis pas allé... Enfin, si, remarque. Là, j'ai quand même une centaine d'heures de vol sur la machine et dans des conditions très variées. Après, on pourrait aller encore plus loin pour tester les limites. Mais effectivement, j'ai volé dans les Alpes en conditions turbulentes. Donc, ça secouait bien. là, pour être au-dessus de la barre des écrans, t'étais haut, là, ouais. Hein. Ouais, je suis monté à 4000. Je suis pas monté plus haut que 4000 puisque j'avais pas embarqué l'oxy.
Après, il suffit de faire un trait suffisamment gros pour avoir le droit de jouer un petit peu. Mhm. Mais notamment, truc marrant, tu vois, je voulais voir effectivement la motorisation électrique, comme elle ne dépend pas de la pression d'air. Je me suis dit, est-ce que je monte toujours à 4000 ? Et effectivement, j'ai plus de 2 mètres secondes de taux de montée, même à 4000 mètres de haut. Donc c'est vachement bien. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que au sol, j'ai 2,5 mètres secondes de taux de montée. À 4000, j'ai plus que 2 ou 2,1. Je me suis dit, mais merde, pourquoi ? Et en fait, c'est pas le moteur, c'est l'hélice qui est limitée à 4500 tours. Comme il y a moins d'air, les 22 kW, je peux pas les atteindre puisque sinon je dépasserai les 4500 tours. Donc c'est juste le système qui bloque à 4005. Mais Ça me fait penser, il y en a qui ont trouvé le chiffre mystère, là, 0,8, non Bon, petite parenthèse un peu voilà. Et une question en lien avec ce qu'on dit. Question d'Alfred. Oui. Le moteur sert au décollage et à éviter les vaches, donc. ouais, et il sert aussi. Du coup, en fait, on arrive dans un style de vol qui est très particulier, qui est très novateur, je trouve, qui est vraiment à explorer. Le vol combiné, vol à voile, vol moteur, c'est une discipline qui jusque-là n'existe pas, qui commence à exister avec l'arrivée des motorisations électriques sur les planeurs. Mais je me suis quand même longtemps posé la question de pourquoi personne faisait comme ça. Et je pense que la raison, elle est à la fois historique et technique. Technique, parce que quand c'est un moteur à essence qui, en plus de ça, est sur un pylône rétractable dans la queue de la machine, la procédure de mise en route, elle est longue. Elle dure plusieurs minutes. Et pendant ces plusieurs minutes, quand le pylône sort, c'est comme si on avait un gros aérofrein. Donc tu fais du piqué, quoi. Donc si ça démarre pas, tu te poses direct. Donc c'est assez délicat. Du coup, tu vas pas forcément l'utiliser toutes les 2 minutes. Et je pense que la raison, elle est peut-être un peu historique, dans le sens où la pratique du vol à voile et la pratique du vol moteur, c'est des disciplines qui sont très séparées, même pour les personnes qui font les deux. Moi, j'ai plein de gens dans mon club qui font du planeur et qui font aussi du vol moteur. Mais quand ils sont dans un planeur, ils ont envie de faire du planeur pur. Et quand ils sont dans un avion, ils font du vol moteur. Et là, l'arrivée des motorisations électriques, ça change la donne. Parce que sur ma machine, je peux mettre le moteur 30 secondes et j'ai toute la puissance. Si l'instrument de vol est en route, si j'ai mis le contact, effectivement, mon instrument, il va mettre 30 secondes, enfin non, même pas 15 secondes à booter. Mais une fois que le contact est mis, en 1 seconde ou 2 secondes, j'ai toute la puissance. Donc, par exemple, dans les écrins, quand je me balade et que je me fais toutes les crêtes des écrins, si à un moment donné, j'ai une crête qui est un peu plus haute que les autres et que je suis trop bas, eh ben, ne serait-ce que 15 secondes de moteur, je gagne 30 mètres d'altitude et je saute par-dessus le col. Et ça change tout. C'est une autre façon d'envisager le vol à voile. Ça change tout. Sur mon trajet, par exemple, je crois que c'était Poitiers-Chalais, ou non, c'était peut-être Chalais-Groyer, donc en plaine. Et j'avais des bons cumulus partout, donc des thermiques qui me donnaient des bonnes ascendances. Et à un moment donné, il y a eu un voile de stratus, donc les nuages d'altitude, qui ont complètement coupé la convection. Mais je voyais que ce voile-là, il faisait 20 km de large et que de l'autre côté, il y avait d'autres cumulus. En planeur pur, j'aurais été coincé. Bon, là, j'ai fait quoi ? J'ai fait 5 minutes de moteur, ou je sais plus, 10 minutes, à petit régime, puisque du coup, là, j'ai fait que du palier. Donc tu vois, 10 minutes à 4 kW, j'ai pas utilisé finalement beaucoup d'énergie. Et j'ai attrapé les cumulus qui étaient de l'autre côté. Ou alors, ça m'est arrivé aussi de rallonger la fin de vol en me disant « Ah ben voilà, la journée est finie, ça y est, ça marche plus. » Soit je me pose là, sinon il y a un aérodrome aussi à 40 bornes plus loin. Bon, je me fais une demi-heure de moteur et j'y vais. Donc c'est spécial, c'est intéressant. La liberté. En vol à voile, en vol à voile pur, quand tu voles toujours en local d'un terrain. Est-ce que là, c'est encore le cas ? Oui, parce que c'est un gros danger, je pense, des motorisations électriques. C'est à la fois plus safe, parce qu'effectivement, tu as peu de chances d'aller te vacher, et a priori, tu peux rejoindre un terrain. Le gros danger, il est plutôt là-dedans, c'est de se mettre en local de ton moteur. Ouais. C'est la grosse connerie à pas faire, parce que même si c'est extrêmement fiable comme motorisation, c'est pas à 100%, c'est juste à 99,9%. Truc con, hein, imagine le potard qui pète, le potentiomètre qui pilote le régime, t'es comme un con. Donc non, je restais en local. Moi, je me suis fait avoir. Je me suis dit, après délogage de mes vols et après réflexion, je me suis dit, mais là, j'étais con. Parce que je me suis dit que j'étais en local d'un champ posable. En fait, c'était pas vrai. Parce qu'il y avait un champ, mais je l'avais pas forcément très bien préparé. Et si mon moteur avait pas démarré, j'aurais été dans une telle panique mentale que j'aurais pas été capable de gérer proprement ma vache. Donc voilà, je me suis fait avoir 1 ou 2 fois comme ça. Maintenant, je fais gaffe. C'est-à-dire que dans ma stratégie de vol, pour ce qui est de la sécurité, je reste toujours en local d'un endroit posable.
Alors, un endroit posable, c'est un aérodrome, mais ça peut être un champ aussi. Hein. Donc, finalement, on en trouve assez souvent. Par contre, pour la stratégie du vol, là, pour le coup, je considère mon moteur. Je me dis, mon objectif, ça va être ça, et je vais y arriver parce que je vais faire du vol à voile et que je vais faire un coup de moteur ici ou ça, et que si ça marche pas, je rattraperai à tel endroit avec le moteur ou quoi. Donc c'est intéressant, ça change beaucoup de choses. Ah oui, c'est devenu aussi une nouvelle discipline sportive en vol à voile. Ouais, ça arrive parce que du coup, ça change un peu la donne et il y a des courses notamment il y a des courses de planeurs FES. Qui ont vu le jour, je pense, il y a 2 ans déjà. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'était la deuxième. C'était l'année dernière, c'était la deuxième édition de cette compétition internationale qui avait lieu à Saint-Auban, je crois, non ? Je crois qu'il y a eu à Saint-Auban, ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Hein. On a des réactions. Ulfred nous dit ça donne envie vivement un biplace. Et justement, par rapport à la sécurité, la Bédig a posé la question, la motorisation n'est-elle pas une tentation pour prendre des risques ? Ouais, c'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu viens de dire, exactement. Le meilleur des deux mondes dans une seule machine, nous dit 0K. Invité hyper intéressant, compliment de MLN 208. Merci. Alors, d'Italie, ciao. Le biplace, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, ça, hein, oui. Partager. Ouais. T'en es où, là ? J'en suis à chercher des sous. D'accord, comme nous tous. Ouais. En fait, alors effectivement, j'ai beaucoup de questions sur la commercialisation de la machine. C'est pas forcément... La machine, donc, en version monoplace. Monoplace, biplace, ce qu'on veut, mais du concept. Le concept, d'accord. Arriver à une... voilà. Parce que là donc, à la fin de ce Tour de France, tu dis que tu as une centaine d'heures de vol, c'est ça, avec la machine. Ouais. Elle s'est bien comportée, il n'y a pas eu de décollement des panneaux. Ah bah, je suis agréablement surpris. Je m'aperçois que j'avais été assez conservateur, justement, je pense par peur justement de me planter. J'avais été assez conservateur finalement sur les résultats que j'attendais. Et effectivement, mes panneaux solaires, donc, ils ont encore des défauts, il faut les améliorer. Néanmoins, ils fonctionnent très bien. Et ils n'ont aucun impact finalement sur le profil d'aile, donc sur la performance du planeur en tant que planeur. Et ils ont très bien vécu ces 100 heures de vol, ce qui fait que si tout à l'heure je te disais au bout d'1 an, est-ce que mes panneaux vont être foutus ou pas, aujourd'hui je peux imaginer qu'ils vont durer 10 ans. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. On verra si c'est vrai, hein, mais ça c'est déjà pas mal. Et aussi sur la capacité d'énergie récoltée, finalement, mon bilan énergétique, il est extrêmement positif. Après, parce que j'ai fait gaffe dans mon utilisation. J'ai vraiment fait du vol à voile. Donc maintenant, il faudrait un peu pousser le curseur et aller plus loin et faire utiliser plus le moteur pour voir si on arrive à faire d'autres vols dans d'autres conditions, etc. Mais effectivement, ça marche super bien. Et donc, pour revenir au biplace... commercialiser la solution, pourquoi pas, si ça permet justement de faire vivre le projet, de le diffuser, etc., tant mieux, mais ça sera probablement un projet induit, un effet induit de l'aventure. Pourquoi j'ai appelé cette aventure-là Des ailes pour la planète ? C'est qu'il y a aussi autre chose derrière. Ce que j'ai te demandé justement, ouais. Il y a des messages aussi, il y a un engagement... Je me suis posé la question, partout où je me suis posé, j'ai eu un super accueil. Déjà parce que le monde aéronautique, c'est un monde de passionnés, les gens ils adorent des nouveaux trucs, ils adorent partager des expériences, etc. Mais il y a encore plus que ça. Si tu veux, à chaque fois, partout où je me suis posé, les gens ils trouvaient ça génial. Et effectivement, c'est une aventure qui est esthétique, qui est sympa, qui est sportive, donc il y a ça. Mais je pense qu'il y a un truc encore plus profond. Moi, ce qui m'a motivé à me lancer dans cette aventure-là, en plus du voyage, c'est aussi cette question de vivre de manière durable. C'est une question qui est très vaste, assez facilement exaspérante, mais qui est omniprésente. Aujourd'hui, on l'entend de partout. Et qui comment on fait pour dévier en greenwashing aussi. Enfin, il y a plein de travers, il y a plein d'effets, mais si tu veux vivre de manière durable, c'est vraiment une question qui est à la fois omniprésente et qui est cruciale. Et du coup, c'est un peu angoissant pour nous, pour les citoyens, parce qu'on nous demande de répondre à cette question, mais on n'a pas forcément les clés pour le faire. Et même moi, je me disais, mais est-ce que c'est possible ? On entend parler d'énergie dans tous les sens, à la radio et dans les médias tous les jours, mais j'avais du mal à sentir ce que c'était. Et je me suis dit, bon, je vais commencer par un truc, par le voyage, parce que c'est mon trip, donc je vais voir si j'arrive à voyager durable. Et ça me permettra aussi de voir ce qu'on peut faire avec de l'énergie renouvelable. Et bien aujourd'hui, j'ai ma réponse.
je sais que pour moi, vivre de manière durable, oui, on a les moyens, on a tous les outils à notre disposition. Et la preuve, c'est que moi, dans mon coin, tout seul, j'ai réussi à sortir cette machine et maintenant je voyage avec sans impact. Alors après, Donc, c'est du voyage quand même qui reste relativement local. C'est pas un voyage qui va t'emmener. pourquoi ? Je sais pas. Pas de raison. Le manque de place, le temps qu'il faut. Parce que c'est un pour se monoplace. rendre, Mais avec un biplace, plus de capacité d'emport, tu peux prendre plus de bagages. Pour l'instant, traverser des océans en planeur, c'est un peu délicat. Personne ne l'a fait. Ouais. Et c'est peut-être un peu merdique parce que là, pour le coup, tu n'es plus en local d'un endroit posable. Mais faire plus que la France ou l'Europe, c'est pas un souci. Techniquement, je veux dire. Après, il y aura Absolument. d'autres contraintes. Mais non, pour revenir à Des ailes pour la planète, je m'aperçois que c'est un outil qui est génial. Et notamment, il y a un autre truc qui m'avait motivé, on va dire, dans mon cursus. J'en ai pas parlé, mais j'ai fait un voyage en Antarctique sur un voilier avec des copains. C'était un voyage touristique. On était 5 potes à partir d'Ushuaïa sur un petit voilier et aller en Antarctique. Et en fait, de ce voyage, on en a fait un film amateur, donc sans prétention, hein, qu'on avait fait pour nos potes et nos familles. Et ce film-là a vachement bien tourné en festival d'aventure. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, l'aventure, c'est effectivement un super moyen d'échanger avec le public et d'échanger les idées. Et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. Parce que là, ce planeur-là, mes vols en planeur solaire, c'est un excellent moyen justement de fédérer et de communiquer et de rassembler des idées. Donc mon idée, c'est mon rêve, c'est que cette aventure-là, je puisse la partager, que je ne sois pas le seul à voler dans mon petit monoplace, parce que faire du selfie, c'est cool, mais pouvoir emmener du monde, c'est encore mieux. faire partager le vol. Partager ce vol, mais autrement que par de l'image. Faire des quoi, petits que les gens, aussi après aussi. ça permet, enfin, si tu veux, je reviens un peu encore à l'idée de se dire vivre de manière durable, et nous, citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut vraiment pouvoir raccrocher ces deux idées, quoi. Montrer qu'il y a des choses possibles. Moi, si demain j'ai quelqu'un qui me dit c'est super ton truc en planeur, ça me fascine, mais moi, ça sert à quoi ? Je dirais bah écoute, tu montes dans le siège passager, on va faire un vol et puis après on discute. Bah là, ça change tout, tu vois. Donc l'idée, la grande idée derrière, je sais pas si j'y arriverai, mais on verra. La grande idée, c'est de fabriquer idéalement 3 planeurs biplaces. Pourquoi 3 ? Parce que si t'en as qu'un, ben tu continues de faire que du selfie. Alors que si tu en as 2, tu peux déjà prendre des images de l'autre. Donc visuellement, c'est plus sympa. Après, tu crées une patrouille. 3, tu filmes une patrouille. 3, ça permet de fonctionner avec pas mal de monde, d'être du coup plus ouvert un peu à tout le monde. 3, ça te permet aussi d'emmener beaucoup de choses, je veux dire en termes de matos. Donc d'envisager de participer à des programmes scientifiques. On a une machine qui se balade dans l'atmosphère sans générer de pollution intrinsèque. Donc c'est une plateforme scientifique géniale. Pour faire des mesures. Ouais, faire des mesures, de la qualité de l'air, je sais pas ce que tu veux. Ça permet d'envisager effectivement des expéditions plus grandes, donc un tour de France, tour d'Europe, aller en Asie, tu vois, ou en Afrique, je sais pas, il y a plein de trucs à faire, quoi. Est-ce que tu aimerais voir ce prototype se démocratiser un jour dans des clubs Ah bah oui, c'est vraiment un objectif. Ah bah moi, ça me ferait plaisir, ça me ferait grand plaisir, évidemment. Donc, si tu veux, l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est de trouver les moyens financiers, donc des partenaires, quoi, hein, des sponsors, des mécènes, etc., qui vont me permettre de fabriquer cette patrouille de planeurs ouverte à tous, qui fonctionne à la manière d'un club associatif, et qui sera au service de l'environnement, qui fera des actions concrètes pour l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, même avec le monoplace, moi, ce que j'imagine, c'est... alors, pour cet été, ça sera peut-être un peu short, mais pour l'été prochain... faire un tour de France des solutions. Moi, j'ai des bonnes idées, j'ai des bonnes une solution pour le voyage, mais il y a plein de gens qui ont des super idées. Et ces idées, il faut les partager, il faut les faire connaître, il faut aller les rencontrer. Et donc, faire un tour de France où à chaque escale, je m'arrête et je mets en avant des solutions pour la planète et on fait une série de films documentaires, ça serait fabuleux. Bien sûr. Donc ça, c'est un premier truc que je peux faire assez facilement avec le monoplace. Mais avec le biplace, on pourra faire encore plein de trucs comme ça, faire des interventions, alors dans des écoles, dans des meetings, des journées pédagogiques, faire de la science, tu vois, aller à la découverte de solutions pour la planète. Donc le panel des actions, il est infini. Qu'est-ce qui te dit des personnes que tu rencontres ?
Les ben, jeunes, il y a une photo sur le site là, avec des. Ils adorent, ils adorent. Je veux dire, qu'est-ce qu'on te dit, qu'est-ce qu'on pose ah comme bah, ils question. ont qu'une envie, c'est d'aller voler avec la machine. Et puis C'est la liberté aussi qui doit. Bah oui, c'est la liberté. C'est, si tu veux, c'est la liberté, c'est les énergies renouvelables, c'est vivre de manière durable. C'est, si tu veux, c'est vraiment, c'est plus qu'un espoir, si tu veux. Aujourd'hui, vivre de manière durable, tu sais pas trop, tu te dis merde, si je fais rien, on n'y arrivera pas, donc tu culpabilises, et donc c'est frustrant, quoi. Et quand j'arrive avec ça et que je dis, ben regardez, voilà, ça marche, on y est, on peut, bah, là les gens ils disent, enfin, ça y est, on peut y croire, on y va. Et donc c'est motivant, c'est hyper motivant. Il faut combien de temps pour recharger la batterie complètement ? Ah, alors complètement, si on est on va prendre un soleil idéal, c'est-à-dire autour de midi au mois d'août. En 4 heures, je passe de batterie vide à batterie pleine. En 4 heures. 4 heures, tu recharges. Ouais. Après, journée moins idéale, donc le printemps un peu nuageux ou quoi, mon bilan, une journée fait mon plein de batterie, il est quasiment tout le temps respecté. Et quand il n'est pas respecté, bah voilà, faut anticiper le truc et se dire, bah, je vais être un peu plus conservateur la veille, et puis au lieu d'atterrir batterie vide, je la laisse au moins à 50%, et puis voilà. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que encore une fois, avec ce truc-là, je peux illustrer de manière très concrète beaucoup de choses. Là, je te parle de la météo. Pourquoi j'arrive à voyager sans limite et sans contrainte et en respectant la planète ? C'est parce que, 1, j'ai de l'innovation technologique, 2, de l'utilisation astucieuse de ces innovations, et 3, et le plus important, que je m'adapte à ce que la nature peut m'offrir. Je m'adapte à la météo. Donc effectivement, je dis je voyage librement, c'est pas 100% vrai. À la limite, en France, je suis quasiment plus libre en bagnole parce que je peux aller n'importe où en bagnole. Et alors que là, ben, si la météo est pas bonne, je ferai pas ce que je veux. Mais en fait, ça correspond. C'est une liberté. La bagnole ne correspond noble, pas à mon idéal vertueux. de liberté, alors que ce mode de voyage, là, pour moi, c'est la liberté, parce que c'est aussi une liberté psychologique. Si tu veux, quand je voyage comme ça, je sais que je suis en parfaite harmonie avec nos écosystèmes. Il y a un volet formation aussi sur oui, bah parce ton que site. si on ça a des pourrait biplaces, devenir aussi une machine école. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, on reparlait de l'aspect plutôt industrialisation. Moi, si je suis amené à fabriquer des biplaces pour la patrouille verte des ailes pour la planète, bah, quitte à les fabriquer, pourquoi pas les fabriquer vraiment, quoi. Donc ça veut dire, soit je repartirai, on en discutait ce matin avec Gilles, mais les options, elles sont multiples. Ça peut être partir soit d'une machine existante, comme je l'ai fait avec le Solex, qui est en fait une copie d'un Silence. Bon, bah, je pourrais partir d'un biplace existant et puis me baser là-dessus, donc bosser avec des constructeurs qui auraient envie de se lancer là-dedans. Ça pourrait aussi repartir d'une machine, partir d'une feuille blanche. C'est con, en France, on n'a plus de fabricants de planeurs, mais on a toutes les compétences et les outils en plus. Donc ça peut être l'occasion de le faire. On pourrait Donc, il y a ça. La question aussi, tu parles du Silent. Ouais. Quel est le véritable gain environnemental avec ton prototype comparé au Silent? Bon, le Silent, il embarque des batteries. Ouais, en fait, les machines qui sont déjà électriques, finalement, elles sont déjà extrêmement vertes. Déjà, planeur en soi, le vol à voile, c'est de base un sport qui est extrêmement respectueux de l'environnement. Parce que la partie motorisée, elle est très faible. C'est sûr que les machines électriques, aujourd'hui, oui, elles sont... Après, il y a toute la question derrière, c'est plutôt la question de la construction de la machine et du cycle de vie de la machine. Parce que je dis, je vole zéro impact, c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même amortir toute la construction de la machine. Mais ça aussi, c'est un truc que je trouve vachement intéressant et que je peux mettre en avant avec cette aventure. Moi, je me suis rendu compte pendant la fabrication du Solex de beaucoup de choses et que je pouvais améliorer. Donc, c'est aussi tout un sujet passionnant à développer. Ça peut servir aussi pas de plateforme, mais d'expérimentation pour d'autres pratiques hors aéronautique. Par exemple, un vélo solaire, je sais pas. Ben, en fait, moi, je vois beaucoup plus large, si tu veux, que l'aéronautique simple. Moi, ce qui m'a motivé à monter ce projet-là, c'est pas une passion pour l'aéronautique, même si aujourd'hui, je l'ai acquise. Encore une fois, je ne suis pas issu du monde aéronautique. Donc si demain l'aéronautique se cassait la gueule, à la limite, moi je vais survivre, quoi. mais si tu veux, c'est plus ma motivation, c'est une motivation effectivement d'un rêve de voyage de liberté et aussi de faire quelque chose pour l'environnement, de réfléchir à cette question vivre de manière durable. Et donc là, finalement, mon outil, c'est un aéronef, c'est ce planeur-là, tant mieux.
mais ça veut dire que les sujets qu'on va aborder derrière, ils seront beaucoup plus variés. Ouvrir plein de portes. Ça va être la mobilité, ça va être le cycle de vie Ouais. d'une machine, ça va être comment tu t'adaptes à ce que la nature te donne, ça va être comment tu organises tes journées. Enfin voilà, les sujets, ils sont multiples et on peut les illustrer avec cette aventure. C'est ça qui est marrant. Tu nous parlais tout à l'heure du temps et du coût aussi de ce projet. Alors, quelqu'un, 0K, pose la question, est-ce que ça a été simple de l'assurer? Une assurance casse, par exemple Eh ben, étonnamment, oui. J'étais très content de mon assureur qui... alors effectivement, c'est un gros budget puisque je l'ai assuré tout risque à la hauteur matérielle, c'est-à-dire 150 000 euros. Les gens ont posé la question du prix de la machine. C'est 150 000 euros plus 3 ans et demi de travail à temps plein d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est une machine... Mais je crois que le Silent, il coûte plus cher. Hein. Non, c'est ce prix-là. Ah ouais? C'est un Silent, ça doit être autour de 100 000 hors taxe, un truc du genre. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Mais ouais, pour l'assurance, ils ont accepté de l'assurer tout de suite. C'est un gros budget, parce que je crois que je suis à quasiment 3 000 euros d'assurance annuelle. Mais il est assuré tout risque, et y compris quand il était encore immatriculé en W, donc pendant les vols d'essai. Et ça, j'ai trouvé assez cool de leur part. Tu peux nous reparler de ton tout premier vol, vraiment le jour où tu as mis en route le moteur, tu as fait ton premier décollage là. T'as ressenti quoi là? C'était quand? Où C'était à Saint-Rémy-de-Provence, au Mazet de Romanin. C'était avec Guylaine Facon qui me tenait l'aile. Il faut savoir qu'elle, c'est une vélivole passionnée depuis très longue date, et je pense que c'est une des premières à faire un Tour de France en planeur au début des années 80. Sa spécialité, c'était la météo, donc c'était bien parce qu'elle m'a filé pas mal de coups de main pendant le Tour de France. Et j'avais avec moi mes amis du club de Saint-Rémy là, qui m'ont toujours prodigué de très bons conseils et qui ont vraiment été avec moi. Mais effectivement, quand on s'assied dans le siège et on se dit allez, maintenant c'est parti, pour tenir le coup, je me suis dit écoute, Christophe m'a dit de monter dedans, il est dans le remorqueur, je vais faire comme si c'est un lâcher machine, comme si mon chef pilote me disait bon ben voilà, tu as les compétences, maintenant tu montes dans le Pégase, tu pars tout seul, ou tu montes dans le DG1000, tu pars tout seul, ou ce que tu veux. Je me suis dit allez, je monte dans la machine, et puis c'est un lâcher machine. Et j'ai mis de côté toute considération, on va dire, mon état d'esprit et tout ça, là, j'ai arrêté de réfléchir, quoi. Et voilà, c'est parti. Mais c'est intense. T'as eu peur? Non? Ouais, j'ai eu peur, ouais. Enfin, j'aurais eu peur si j'avais vraiment réfléchi, du coup. C'est pour ça que je me suis dit, si je veux que tenir le coup et pas avoir trop la trouille, il faut que je réfléchisse pas, quoi. Il faut que je mette tout mon cerveau de côté. Et je me dis, voilà, mon chef pilote m'a dit, t'es assis dedans, c'est un lâcher machine, vas-y. Mais ouais. Oui, c'est sûr. Puis il y a de l'émotion aussi, j'imagine. Quand on travaille 3 ans sur un quand projet t'as passé, comme ça. et puis 3 ans, c'est dans juste... un garage, t'as fait ça où d'ailleurs En fait, alors j'ai fait mes essais chez moi. Par exemple, j'ai fabriqué un morceau d'aile d'1 mètre carré solaire que j'ai mis dans un champ, et j'ai enregistré pendant 1 an la quantité d'énergie récoltée. Ah oui. Parce que faire de la théorie, c'est bien, ça donne des idées, des ordres de grandeur, mais pour valider, moi j'ai besoin de toucher du concret. Donc je me suis dit, bah écoute, 1 mètre carré solaire, posé dans un champ, un petit Arduino derrière, là, un microcontrôleur pour enregistrer tout ce qu'il récolte chaque jour. Et je suis arrivé à des chiffres cohérents, et je me suis dit, bah c'est bon, je peux faire ça sur la machine. Ça, ce genre de choses, je l'ai fait chez moi, ou chez des amis, j'avais pas de maison encore à cette époque-là, donc j'ai squatté. J'ai squatté une cave pour faire un labo d'essai, un champ pour poser mon échantillon. Et après, la construction réelle, je l'ai fait à l'aéroclub de Saint-Rémy-de-Provence. J'ai profité de l'atelier, ils m'ont vraiment prêté une place dans l'atelier, et c'était vraiment chouette de leur part. De notre part, puisque j'en fais partie. Mais ouais, ça, et puis effectivement, Saint-Rémy, c'était bien parce qu'à Saint-Rémy, il y a vraiment toutes les compétences pour la maintenance, que ce soit sur des machines bois étoile ou composite. Donc j'ai vraiment eu des bons conseils, et ça c'était cool. Et après, tu vois, tu dis, j'ai passé effectivement 3 ans et demi techniquement à la construire, cette machine. Sauf que j'ai des planeurs qui tournent dans la tête depuis mon baptême en planeur. Hein. Donc ça fait 8 ans que ça tourne dans ma tête. Et quand tu as 8 ans, que tu as ça dans la tête pendant 8 ans et que tu fais ton premier vol, bah oui, tu es content que ça fonctionne, quoi. Donc t'as mis le pied dans le planeur il y a 8 ans. Ouais. Et
quel a été le déclenchement de ce projet Est-ce qu'il y a Le quelque déclenchement, chose qui il a est bien vraiment- avant, si tu veux. Ouais. Quand j'ai vu Peter Pan et que j'avais 4 ans ou je sais plus 6 ans et que j'ai vu Peter Pan au cinéma, je me dis, voler, c'est quand même cool. Oui, ça pour serait voler. génial. Mais ce projet en particulier, l'autonomie. Bah, si tu veux que je vais te l'élec- dire, quand j'étais aux îles Kerguelen, je n'avais pas ce projet-là en tête. Par contre, j'ai passé ma vie à regarder les albatros. Si tu veux, je m'occupais notamment de programmes scientifiques sur les albatros. Ah Donc ouais. j'étais sur les manchotières à Ratmanov, c'est un site où il y a des manchots et beaucoup d'albatros. J'ai passé ma vie à les regarder, à les filmer, à les voir qui ramaient. C'est vraiment comme dans le dessin animé Bernard et Bianca. Hein. Quand ils sont à terre, ils sont patos, ils arrivent à rien, ils courent, et ils sont là, ils en peuvent plus. Puis dès qu'ils ont décollé, c'est juste fabuleux. Là, je me suis dit, mais il faut que j'arrive à voler comme ça, quoi. Ça serait génial. Et tu vois, tout ça combiné, ça fait que quand tu arrives au planeur et que tu t'aperçois que techniquement, il y a quelque chose, bah forcément, tu as envie d'y aller, quoi. Et alors, maintenant, après donc ce Tour de France probatoire, en quelque sorte, comment les constructeurs de planeurs te regardent? Est-ce que tu as eu des échanges avec eux? Parce qu'il y a quand même quelques constructeurs, notamment en Allemagne, mais pas uniquement, qui sont costauds, qui innovent, qui... Ouais, en fait, j'ai pas encore beaucoup échangé avec eux. J'ai pas pris le temps de le faire. Déjà parce que ces dernières années, j'étais vraiment à donf dans l'atelier, donc j'avais fait que ça. Ensuite, j'ai fait mon tour de France et derrière, j'ai soufflé un peu, histoire de continuer ma vie normale que j'avais mis de côté pendant longtemps. Et donc là, je suis en train justement de reprendre toute la suite. Les constructeurs étrangers, j'ai pas beaucoup discuté avec eux encore. Il y en a 2-3 qui connaissent le projet. On va discuter un peu plus en avant avec ça. Avant d'aller plus loin, j'ai quand même envie d'avancer sur la question des financements et de comment ça va marcher la suite. Après, les constructeurs qui ont connaissance du projet, alors je sais pas pour les grands qui fabriquent des planeurs en série et qui ont des carnets de commandes immenses, eux je saurais pas trop te dire. Mais par exemple, on a en France Christian Brondel qui aujourd'hui ne fabrique plus de planeurs, mais qui a quand même sorti le Cristal en petite série. Il n'en a pas fait beaucoup, mais c'est néanmoins une petite série. Il a le Cavoc, qui est un autre petit monoplace j'ai volé dessus sur le prototype. Et aujourd'hui, Christian, il a qu'une envie, c'est d'aller plus loin. Donc lui, si je dis, bah ok, est-ce que t'es ok pour qu'on fasse un biplace, lui, il est à donf. C'est parti, quoi. Christian Brondel est à Challes-les-Eaux, hein, je crois. Chambéry, Challes-les-Eaux, ouais. C'est ça. Donc il y a lui, et puis en France, il y a d'autres personnes motivées. Donc j'ai aucun doute sur la motivation de personnes pour lancer ce biplace. Et alors un biplace, ça veut dire planeur école. Et la Fédération française de vol en planeur devrait être intéressée parce que ça va dans le sens du temps. C'est l'écologie, développement durable. Je veux dire, c'est porteur ça pour une fédé, non? Ah ben, évidemment, mais je dirais même plus, c'est porteur pour l'aéronautique en général. Si tu veux, aujourd'hui, on se pose la question de que va devenir l'aéronautique. C'est quand même une bonne direction. Enfin, ça montre de bonnes idées, des bonnes directions à prendre. Donc, oui, la fédération, elle est intéressée. Après, elle n'a pas forcément les moyens. Si tu veux, la fédération en soi, elle ne sera pas capable de financer le lancement d'une nouvelle machine. Non, de A à Z. mais elle peut peut-être aller trouver des budgets pour aider au développement, non? Trouver des budgets, elle va avoir du mal en tant que telle. Après, suivre et soutenir le projet, donc me donner l'accès à des réseaux, etc. Oui, de la communication, et puis me mettre en lien, si tu veux, avec les bonnes personnes et les bons partenaires. Oui, elle va m'aider là-dessus. Ouais. 0K disait le premier décollage doit être effrayant, mais le premier posé doit être incroyable aussi au niveau émotionnel. Ah bah c'est clair. Hein. C'est clair. Je veux dire, tout le premier vol dans son ensemble, c'est une partie hyper intense. Bon, j'ai plus de batterie sur l'ordinateur, je vais le mettre là. Et alors, tu revoles quand là? Je revole demain si la météo le permet. Il faut que je fasse 2-3 essais. Jusqu'à présent, j'ai surtout utilisé des pistes en herbe. Ah oui. Au Bourget, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Parce que comme je vais probablement voler au Bourget, je vais aller voir ce que ça va donner sur des pistes en dur. Faut que je vois si je fais... En fait, tu sauras au programme des vols. Ouais. Avec le Solex. Ouais. Super. Ouais.
faut juste que j'affine voir comment est-ce que je suis capable de faire du roulage et tout ça. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur la piste ou pas? Parce qu'après, sur l'aéroport, il y a des procédures assez particulières, donc faut débugger ça avant de l'affirmer. Nous serons au Bourget toute la semaine avec Jumpseat. 5 heures d'émission par jour, du lundi au vendredi. On va avoir l'occasion de reparler du Solex, je suis sûr. Bah oui, bah avec plaisir. Hein. Enfin, c'est... Et si donc au Bourget, là, tu pourrais même y aller. Enfin, tu vas il est démontable, non? Enfin, tu l'emmèneras comment? Ouais, voilà, ça sera par la route. Par la route, malheureusement, à chaque fois que je me trimballe par la route, je me dis merde, fais chier, je suis encore dans ma bagnole. Mais après, non, déjà au Bourget, une voiture électrique. Arrivé par les airs, il y a des contraintes, il y a pas mal de contraintes. Et puis de toute façon, au Bourget, j'aurai un stand et tout ça, donc j'ai pas la place de ranger mes affiches dans mon planeur, donc j'y viendrai par la route. Et j'aurai un stand et je serai collé au Solar Stratos. D'accord. Donc ça va être sympa. Et donc ton planeur sera exposé pendant toute la durée du salon? Ouais, exposé pendant toute la durée, donc y compris les journées pro, donc du lundi, même du dimanche au dimanche, quoi. D'accord. Ouais. Après, je vais peut-être voler que les journées publiques, je ne sais pas encore ça. Je suis en train de discuter de ça avec les directeurs des vols. D'accord. Et donc je serai, parce qu'après il y a des contraintes, mais je serai sur le statique en extérieur, donc dans mon stand, quoi, la journée. Et je ferai probablement des vols en fin de journée. Parce qu'après, une fois que je suis côté piste, je ne pourrai pas re-rentrer avant la fermeture au public. Voilà. Hervé nous demande pourquoi pas un tour des 175 clubs de vol à voile. Bah, c'est ce que j'ai commencé à faire, sauf que comme j'ai fait que 17 étapes l'été dernier. Qu'est-ce que c'est que ça? Une belle bougie. Un an. Eh ben... Bravo. Le Solex a 3 ans aujourd'hui. Pardon. Un an. Jumpseat, un an. Ah, c'est pas mal. On souffle. Ah non, pas toi parce que... Non, pas moi. Je à souffle. toi l'honneur, Gilles, quand même. Prêt? Attends. Ouais. Quelle surprise! On s'y attendait pas, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Tu comprends, 0K, pourquoi j'ai enlevé mon ordinateur? Parce que 0K a dit que vous devriez développer un système solaire pour le laptop de Jérôme. Bah voilà, je vais pouvoir, mets-le-toi sur le nez, ouais. je vais pouvoir éternuer comme ça. Bah ça va mieux. Bien. Bah voilà. Gilles, un petit mot quand même. Jumpseat est toujours là 1 an après. Tu peux nous rappeler comment a germé l'idée Par hasard. Hein Donc c'est tout à fait par hasard qu'on a eu l'idée de lancer Jumpseat. On s'est dit, parce qu'on avait vu que on avait Martin par exemple regardait pas mal d'émissions sur Jumpseat, sur Twitch, pardon. Notamment celle de Jean Massier, Backseat, tout ça. Et donc, on s'est dit, et ce qu'ils font, c'est pas mal. Et si on essayait de faire la même chose en parlant d'aviation, eux, ils parlaient politique. Nous, on s'est dit, on pourrait réunir comme ça sur le plateau des amis, des gens qui nous font rêver, et puis échanger avec eux, et échanger avec le chat. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, ça s'est... plutôt bien passé. On a surtout eu un très très bon accueil. Et donc du coup, on a continué. Et puis comme il y avait le salon du Bourget en ligne de mire, on s'est dit pourquoi pas se lancer sur. On vous présente Johan, qui est à l'AREA avec Martin. Vous le verrez, Martin aussi. Vous le verrez. Ce n'est pas de l'alcool, c'est du champomy. C'est du champomy. Et il a mis une mauvaise étiquette, mais c'est du champomy. Et puis on n'abuse pas, de toute façon. C'est à partir de quand qu'on l'a bu? Pas de définition. Bien sûr. Oui, non. En tout cas, je pourrais garantir que ici on est bien reçu. Et oui. Et tu nous as parlé de Jumpseat. C'était pendant l'hiver, je me souviens. Enfin, il n'y avait pas encore le nom, mais du projet. Oui, projet c'est talk, mais c'est arrivé très très vite. Et puis surtout, c'est que dès qu'on a une idée, parce qu'on est une équipe qui bouillonne en permanence, il y en a toujours un qui a une idée un peu plus farfelue que les autres, et on la met tout de suite en pratique. Je veux dire,
on peut tous se permettre avec ce réseau, avec Twitch. Et donc, Tous permettre, t'es sûr? peut-être pas. Mais du coup, bah voilà, c'est comme ça qu'on progressivement on a réussi à se développer, et puis surtout à réunir une communauté, parce que hier au soir, passer les 1000 followers, bah, c'était plus qu'un objectif, c'est vraiment le signe qu'on tient quelque chose. C'est vrai. Donc voilà, on continue, puis on espère qu'au Salon du Bourget, ça va monter. Et donc on va trinquer alors. Je fais une petite photo pour montrer les coulisses, tiens. Voilà. Je l'ai jamais fait encore. Hop là. Allez. Eh ben, à Jump Seat. Excusez-nous, hein. Longue vie à Jump Seat. Hein. Aux ailes pour la planète, ouais. Voilà. Mais c'est du jus de fruits. Elle est très très fruitée. Hein. Éclairette de Die. Alors c'est de la clairette électrique. Et de Die, c'est pas loin de chez toi. Ah oui, éclairette, oui. Voilà. Ben, on salue aussi tous les. Ben, il y a Alfred en ligne, là, toute l'équipe, hein, qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui, mais qui sera quasi au complet au Bourget. Hein. Ah oui, pas quasi. Plus qu'au complet même. Hein. Au Bourget, tout le monde sera là. Ouais. Ce sera une équipe au grand complet, plus avec du renfort aussi. Hein. Et avec du renfort, tout à fait. Il y aura des surprises au Bourget. On vous en parlera la semaine prochaine. On vous dévoilera le dispositif du Salon du Bourget. Et puis, on vous le détaillera sur Aérobuzz. Comme ça, vous aurez les infos complètes. Pouvez-vous poser des questions à l'invité? Vous êtes débordé aujourd'hui. Bah non, on ne peut plus poser des questions. On n'a pas arrêté là, de lui poser des questions. Une ou deux questions. Oui, c'est vrai. Le chiffre mystère, 08. 08, est-ce que vous avez une idée? C'est en rapport avec les actualités de tout à l'heure. Alors, je vous donne quand même un peu d'indices parce que sinon, hein, j'ai fait tomber mon baume de tigre, je le ramasse. En attendant, MLN 208 t'invite, Battistou, en Italie, du côté où t'es, de Biella Lille. Donc voilà. Donc Biella, c'est près des montagnes, ça. Hein. Allez, je note ça. Donc voilà, donc un petit saut par-dessus les Alpes, et ça y est, tu y es. Hein. C'est vite fait, ça, non? Bah oui. Bah oui. Hein, c'est possible. Hein. donc voilà, MLN 208, ton invitation a été retenue. Voilà. Promotion d'alcool à la télé, je vais m'occuper de vous, signé Claude Evin, nous dit Alfred. Nous ne sommes pas à la télé, Alfred, c'est Twitch. Et puis c'est pas de l'alcool. Ah non, et puis en plus, qui te dit que c'est de l'alcool? Non, mais c'est du champomis. Vraiment, tout de suite. Voilà. Donc Voilà, du coup, ça nous laisse sans voix, tout ça. Hein. Avec des verres de Ternay. Hein. Voilà, on est vraiment local. Hein. Oui, ça nous laisse sans voix. Si c'est vraiment du champomis, je viens pas au Bourget. Ah, chiche. Donc au Bourget, ouais. tu y seras donc avec plusieurs autres aventuriers solaires. Hein, donc tu parlais de Raphaël Donjean. Mais il y a aussi Bertrand Picard qui devrait être dans la boucle. Raphaël essaye de le faire venir en tous les cas. Ouais, écoute, je saurais pas te dire. Parce que Raphaël, je l'ai vu la semaine dernière et il me disait qu'a priori, il y aurait aussi Bertrand Picard. Donc vous allez faire une table ronde le mercredi en fin d'après-midi. Ça. Donc ça sera sympa, ça. Hein. Ah ben oui, carrément. On est bien informés, t'as vu? J'ai hâte. Mais c'est bien. Donc on essaiera aussi de vous accueillir tous les trois sur le plateau de Jump Seat avant ou après. Ouais. Voilà. Avec plaisir. Vous avez rencontré... Ah pardon. Oui, on va caler ça, là, on a quelques jours. Hein. Vous avez rencontré, il me semble avoir vu Jean-Louis Etienne sur ton site en photo, non? Oui, Jean-Louis Etienne est parrain du projet, ouais. Les parrains du projet, c'est ça. Parrain de Des ailes pour la planète. Oui, je l'ai croisé à quelques occasions, et notamment par le Bel Espoir, là, les trois mâts dont je parlais tout à l'heure. Jean-Louis a navigué dessus il y a très longtemps, il est resté très proche de l'association AJD et du Père Jaouen. Et donc c'est par ce biais-là que je le connais. Puis moi, j'ai toujours été fasciné par ce qu'il faisait, ses expéditions, et ça a été très inspirant pour moi, en tout cas pour me lancer dans ce genre d'aventure. Et c'est une personne qui est vraiment très... j'aime beaucoup son état d'esprit, à tout point de vue. Donc je suis assez content qu'il parraine le projet. Ouais. Tout à l'heure, on t'a posé la question sur ton souvenir. Tu as commencé à passer le premier vol avec le Solex.
On a aussi une tradition dans l'émission avant de la terminer. Alors, on va avoir une petite page culture aussi. Je crois que Gilles a apporté un ou deux bouquins. Mais on peut te la poser maintenant, la question. Bien sûr. Ton souvenir de jump seat. Est-ce que tu en as un Alors, on rappelle le jump seat. Le jump seat, voilà. C'est le siège qui est dans le cockpit et qui est entre les deux pilotes. En général, dans un cockpit d'avion de ligne, il est entre les deux pilotes, il est un petit peu en retrait. Et c'est là que les pilotes accueillent des fois des passagers occasionnels. C'est le siège de l'instructeur. L'observateur, l'instructeur. Du troisième. Du testeur aussi. Mais donc, de temps en temps, alors c'est de plus en plus difficile parce que la loi l'interdit plus ou moins, mais de temps en temps, ils accueillent des amis, des gens. Donc, Alors, je suis pas pilote de ligne, donc j'ai pas eu l'occasion d'aller souvent dans un cockpit. Je pense que j'y ai été quand même. J'ai des souvenirs de quand j'étais petit. Tu demandais à aller voir le poste ? Ça t'attirait un peu, non ? Eh ben non, quand j'étais petit, c'était simplement que j'ai volé le jour de mon anniversaire, donc on est venu me chercher pour aller dans le cockpit. J'ai trouvé ça génial. Ah bah ouais. Tu avais quel âge ? Tu avais quel âge ? Oh, je sais plus, je devais avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça. C'était quel avion, tu te rappelles ? Oh, je saurais pas. Ah non, je serais incapable de vous dire. Après, non, dans les vols commerciaux et dans les anecdotes de vols commerciaux, moi, j'ai utilisé beaucoup l'avion pour mon boulot et, comme je disais, pour mes voyages, ou même en voyage touristique. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se dénotent. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé en Inde, en Himalaya. Et quand on se pose à Leh, qui est la capitale du Ladakh, enfin la capitale, c'est on va dire le lieu-dit du Ladakh. C'est assez impressionnant. Ouais. Même sans être dans le cockpit, on a l'impression d'atterrir sur la Lune, tu vois. C'était entre des montagnes immenses, c'est hyper minéral, et surtout, c'est à 3000 mètres d'altitude. Donc, tout à l'heure, on parlait de pression avec les histoires de portes. C'est vrai qu'habituellement, en avion, on disait qu'on était autour de 2000 mètres quand on est en vol. 1008-2000, ouais. Mais du coup, quand on se pose, finalement, la pression extérieure, elle est plus forte quand on ouvre les portes, quoi. Là, quand on ouvre les portes, on passe de 2000 à 3000 tout d'un coup. Donc, c'est brutal d'arriver à aller en avion. Ah ouais. Et donc, quand tu arrives à aller, la première chose à faire, c'est de se trouver un lit et puis de rester 24-48 heures le temps que tu arrives à reprendre tes esprits, quoi. Parce que passer du niveau de la mer à 3000 mètres et y rester, c'est quelque chose. C'est vrai. Ça me fait rêver. J'ai eu la chance. C'est un de mes plus beaux souvenirs, cette région. J'ai eu la chance d'y aller faire du trek. Alors, par contre, j'y suis allé par la route. Ouais. C'est quasiment 24 heures de voyage. Ça, c'est une belle performance. Ça, c'est une sacrée performance. Et le retour, je l'ai fait en avion. Et si vous aimez la montagne, allez-y. Allez là, la caméra, là. Je sais pas où elle est. Voilà. C'est le Champomie. C'est le Champomie, ça. C'est l'effet Champomie. Ouais. C'est comme l'altitude, ça brouille un peu les idées. Ouais. Et donc, le jump seat, alors, du coup c'était ça. C'était ça. Non, c'était... c'était tes 10 ans. Les 10 ans. Mes 10 ans, ouais. C'est 10 ans. Super. On a un petit peu de culture aussi. Un tout petit peu. Il faut la culture avec parcimonie, c'est ça. Avec parcimonie. Donc, on va commencer par tout doucement avec le dernier Tanguy et la Verdure classique. Alors, si je vous en parle, c'est parce que ça rappelle, pour moi, c'est le retour vers mon enfance, ma jeunesse. Parce que vraiment, ce que je trouve, c'est qu'au-delà de l'histoire, c'est que les deux auteurs, c'est-à-dire Patrice Buendia qui fait le scénario et Mathieu Durand qui fait le dessin, ont vraiment réussi à recréer l'ambiance des années 60, du moins de la BD des années 60. Et c'était pas évident au début. Les premiers albums étaient un petit peu plus hésitants, mais là vraiment, ça y est, ils ont trouvé leur rythme de croisière et on se laisse emporter par l'histoire. C'est vraiment passionnant. Donc ça, c'est aux éditions d'Argo. Ça doit coûter dans les 15 ou 16 euros. Et puis, vous avez tout sur Aérobuzz. On l'a présenté ce week-end. Donc, vous avez... Allez sur Aérobuzz, vous cliquez Tanguy et la Verdure et vous allez tomber directement sur cet album. Et donc, vous aurez toutes les informations pour le commander. L'autre, c'est beaucoup plus sérieux. On pourrait presque penser que c'est austère.
c'est-à-dire que les moteurs d'avion par le capitaine Camille Martineau-Lagarde, un ouvrage de 1917. Donc en 1917, on avait à l'époque des moteurs à cylindres parallèles, des moteurs à cylindres opposés, en étoile, en éventail rotatif, à refroidissement par air et par eau. C'est-à-dire qu'autrement dit, il y avait tout. On n'avait pas encore trouvé la solution, donc on expérimentait tout ça. Et pas de panneaux solaires. Hein. Et la guerre de la Première Guerre mondiale, qui a été le révélateur pour l'aviation, a été quand même un terrain d'expérimentation incroyable. Et alors, bon, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un petit peu austère, mais il y a une préface d'une vingtaine de pages qui permet de... Alors, la préface est signée Philippe Vodka-Gallien, qui permet de replacer le sujet à l'époque. Et ce qui est vraiment très intéressant. Donc, il donne le contexte historique, technique. Et puis, ce qui fait qu'ensuite, on peut rentrer dans les considérations beaucoup plus techniques. Et là, il faut le regarder. Oui, c'est pointu, là. Oui, c'est pointu, mais il faut le regarder avec la curiosité de l'exploration de l'histoire de la technique. Hein, donc, oui, moi, j'y connais rien en mécanique, j'y connais rien en moteur. Sur ma voiture, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais n'empêche que j'ai pris beaucoup de plaisir à feuilleter ce livre. Donc, voilà. Donc, 2 livres, une bande dessinée pour se distraire, et puis les moteurs d'avion, donc aux éditions Décopman. Mais ça, c'est pareil, on l'a présenté ce week-end aussi sur Aérobuzz. Vous avez toutes les caractéristiques, toutes les informations pour le commander si vous le voulez. Et vous abonner. Alors, comme vous serez sur Aérobuzz, profitez-en pour vous abonner. Voilà. Donc voilà, c'était la page culturelle. Elle n'a pas été trop longue, ça va ? Non, bah parfait. Puis c'est intéressant, on a 2 types de... Plus détente, plus pointu. Oui. C'est éclectique. Ah bah... C'est Aérobuzz. C'est Aérobuzz. C'est Jumpseat. C'est... Alors, on va bientôt arriver vers la fin de l'émission. Le chiffre mystère, personne encore n'a répondu. Hein. 08. Je vais vous aider encore. Hein. Pensez un peu à l'actualité du début de l'émission. Hervé nous repose une question en rapport avec le Solex. Les meilleurs mondiaux pilotes, par exemple, de l'équipe de France, ont-ils essayé le Solex ? Est-ce que tu leur as... Est-ce qu'il y a eu de la curiosité Non, il n'y a pas eu l'occasion. Donc pour l'instant, ils n'ont pas volé dessus, mais c'est pas une histoire de curiosité, c'est qu'il n'y a pas eu l'occasion. Il faut organiser tout ce genre de choses, donc ça s'est juste pas présenté pour l'instant. Pour l'instant, tu es le seul pilote alors. Ouais. D'accord. Okay. Ouais. Très bien, l'heureux élu. Non, c'était vraiment chouette de marquer le coup dès 1 an. Donc merci aussi à vous toutes et tous qui êtes là, de plus en plus nombreux et nombreuses chaque semaine. Le chiffre mystère 08. Alors, c'est pas possible. Alfred, t'as pas trouvé ? Personne n'a trouvé le 08. Bon, c'est pas hyper simple. Mais je vous ai donné des indices en rapport avec l'actualité. On a parlé d'altitude, de pressurisation. Allez, je vais le dire. 08, bon, c'est un peu une moyenne. Hein. C'est l'atmosphère. C'est 0,8 atmosphère qu'il y a dans une cabine d'avion en vol de croisière. Donc ça correspond à peu près à 1800-2000 mètres d'altitude. Voilà, c'est le réglage de coupe de la tondeuse à cheveux Jérôme, nous dit Hervé. Bon. C'était une bonne piste. Je pense que c'est moins que 0,8. Oui, on est à peu près dans ces proportions. Mais effectivement, dans une cabine d'avion, on est environ à 0,75, 0,8 atmosphère. Atmosphère, t'as bien une tête d'atmosphère. On va terminer sur cette jolie phrase de Alfred. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci encore, Baptistou. Hein. C'est un plaisir. Merci à vous de m'inviter. C'est chouette. Et puis donc, on se retrouve au Salon du Bourget. Allez, bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jumpseat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.